c'est indescriptible. Je ressens je sais pas. Je peux pas te décrire le moment, quoi. J'ai vide, quoi. Besoin juste d'être voilà, de m'asseoir, de partager ça. Alors, peut-être que si j'avais été seul, j'aurais pas réagi comme ça, je sais pas. Et là, vraiment, fatigué, j'aurais été fatigué dans tous les cas. Mais vraiment, ouais, plus heureux de voir ma femme qu'à ce moment-là. Je sais même pas si oui, c'est arrivé pour les naissances et trucs comme ça. Mais à ce moment-là, je pouvais espérer rien de mieux, voilà, qu'à l'arrivée, la voir là, m'attendre. Salut à toutes et à tous, c'est Nico au micro, et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans le LTP, j'ai décidé de partir à la rencontre de toutes les personnalités qui constituent notre milieu. Organisateurs de courses, athlètes élites, ou encore coureurs de milieu ou de fin de peloton, je souhaite, par le biais d'un entretien au format long, entrer dans l'intimité de mes invités au travers de leur histoire, de leur motivation et de leurs petits secrets. Mais avant tout, je souhaite faire de ce podcast un projet participatif. Donc pour agrandir la communauté, n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. Et surtout, et c'est ce qui est le plus important pour moi, courez vite sur la plateforme Apple Podcast pour noter avec 5 étoiles et y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide à remonter dans les classements. Et passons maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois quelqu'un de spécial. Il est mon ami depuis plus de 20 ans. Nous nous accompagnons depuis toutes ces années aussi bien scolairement que professionnellement. Même si nous n'avons pas emprunté le même chemin d'entreprise ces 15 dernières années, nous partageons également depuis bientôt 10 ans la même passion pour le trail running. Il est l'un de mes conseillers les plus précieux depuis le début de ce projet, et avec Émilie, ils m'ont soutenu avec énormément de bienveillance. Nous parlerons de son parcours de vie et de notre rencontre dans l'enceinte de notre lycée Aixois, de son histoire avec le sport et avec le trail running, de son dernier défi qui était l'UTCAM, qu'il a terminé au mental. Nous évoquerons également le projet commun que nous sommes en train de proposer et dont nous vous parlerons en détail. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec mon ami Thomas Lenel. Salut mon Thomas. Bonjour Nico. Comment ça va? Ça va, écoute. Ça me fait drôle de te recevoir dans mon podcast. Ça me fait vraiment bizarre. Moi, ça me fait plaisir. Ah bah écoute. Voilà. Et ça fait bizarre aussi. Comment tu vas déjà? Je vieillis. Alors, pour la petite info, juste avant de commencer l'enregistrement, on s'est raconté nos péripéties, on s'est pas vu de la semaine. Et il s'avère qu'on a eu mal au dos, moi de lundi à mercredi, et toi J'ai pris le relais en tant que jeudi. bon compatriote, voilà, depuis mercredi jusqu'à encore maintenant. Voilà. Et donc nos femmes avec toute leur tendresse nous ont dit en fait c'est l'âge. C'est parce que vous vieillissez. C'est ça. C'est terrible. Ça fait plaisir à entendre. C'est ça. Mais bon. Allez Thomas, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Thomas, je suis un ami de longue date maintenant, d'une bonne vingtaine d'années de mon très cher Nico. Voilà, sportif à mes heures un peu plus que perdu. Que t'as pas retrouvé? Que j'ai pas retrouvé, non. Ouais. Voilà, sportif alors particulièrement course à pied, course de montagne maintenant, en étant passé par le vélo, l'enduro, le cross, la rando, le foot. Voilà, je pense un peu tout ce qui se fait avec ou sans matériel. Puis voilà, et une grande passion pour l'extérieur, la montagne, la liberté. Marié, les enfants? Marié depuis bientôt 10 ans, l'année prochaine. Non, cette année d'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie. On peut connaître le prénom de la douce et tendre? Alors, mon âme sœur se prénomme Émilie. Voilà. Coucou Émilie. On a fêté nos 21 ans de rencontre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai passé plus de la moitié de ma vie avec la même femme, quoi. Voilà. Est-ce qu'on va la raconter l'anecdote? On la raconte? Ouais, on peut la raconter, effectivement. De toute façon, il n'y a rien de... Voilà, hein, il s'avère que, pour commencer par le commencement, Nico et moi, on s'est rencontrés donc au lycée. On était en première STI, et puis voilà, en tchatchant tous les deux à une pause. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Moi, je joue au ballon, moi aussi. Tu habites où? Moi, j'habite Bouc, moi, j'habite Venelle. Ouais, c'est bien, tu as une femme? Ouais, elle habite à Velo. Oh, c'est pas vrai, moi aussi. Ah, et comment elle s'appelle? Virginie. Ah, moi, elle s'appelle Émilie. Ah, écoute, ce soir, je demanderai, hein, voilà. Et puis, en fait, il s'avère que nos deux femmes se connaissaient.
Mais pas forcément en tant que copine à l'époque, quoi. Des histoires de garçons, je me bats pour tel amoureux, non, c'est le mien, c'est le mien. En fait, nos deux femmes étaient les deux populaires, entre guillemets. Ouais, c'est ça, les populaires, du comme on dit maintenant. Ouais. Exactement. Et elles se disputaient Voilà, les garçons du collège. Donc ça nous avait fait bien rire c'est ça. lors de notre rencontre. Mais bon, tout est J'aime bien rentré dans commencer l'ordre. par le commencement. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ton enfance? Dans quelles circonstances, environnement tu as grandi avec tes parents, des frères, des sœurs? J'ai grandi, donc alors, le commencement, donc j'ai grandi dans le sud de la France. J'ai un petit frère de 3 ans de moins que moi. Qu'on salue. Oui, qu'on Mathieu. salue, mon frérot. La bise. Mes parents, ils m'ont mis au sport dès mon plus jeune âge. Je commençais le ballon donc à 3 ans et demi. Très sportif, tes parents. Hein. Alors très sportif, mais pas du tout dans le foot, par exemple, pour lequel Sportif plus nature alors. Ouais, plus nature, voilà. Pas Et ça- compète, un brin. Pas compète. Pas complète, voilà. Sportif, sportif avec aucune barrière, quoi. Je vais où je veux, quand je veux, et je me perds, et puis c'est pas grave, de toute façon, j'emmerde personne, je suis là pour profiter. Beaucoup de rando. Donc beaucoup de rando. Ça, voilà, je pense que ils m'ont fait ce qui à l'époque était un fardeau pour moi, c'est-à-dire, on part en vacances, mais avant de partir en vacances, on part en rando, c'est-à-dire on coupe les vacances en deux, on se fait moitié rando, et si tout le monde a bien marché, on finira par la plage, quoi. Donc les randos, on a fait tous les massifs de France, le Jura, Massif central, les Pyrénées plusieurs fois, la Corse plusieurs fois, donc les GR qu'on connaît tous, voilà, et puis les montagnes de plusieurs chez nous. À plusieurs, vous À étiez plusieurs, ensemble. oui, donc des petits, hein, donc donc à plusieurs, c'est groupe principalement 3 familles, voilà, dont les parents étaient amis, et puis nous enfants, on était amis également, on habitait tous le même lotissement dans mon cher quartier de Touram à Venelle. Et voilà, donc les enfants du même âge, et puis voilà, on était partis, et je pense qu'on a dû démarrer les treks de plusieurs jours à partir de l'âge de peut-être 7-8 ans. Tu portes ton sac à dos, tu dors dans 7-8 ta ans, tu tente. portes ton sac à dos à 7-8 ans. Ouais. Les temps ont Alors- changé. Hein. Ah oui. Alors, Non, ouais, tu vois, en l'occurrence, les temps ont changé, mais moi, alors tu vois, autant j'appréciais pas plus que ça le moment à l'époque, autant maintenant, c'est mon truc, quoi. Donc, que j'ai fait cet été, tu es au courant, j'ai fait la même chose à mes gosses. Donc, ma fille Qui sont 6 encore ans, plus jeunes d'ailleurs. ma fille 6 ans, mon fils 7 ans, on s'est fait un petit bivouac où ils ont porté leur sac à dos avec leur duvet, leurs petites affaires chaudes, sur 2 jours dans les Pyrénées. On était faire les lacs d'Ayous, magnifique, sur 2 jours, voilà, la petite rando de T'as transmis, ouais. t'as transmis les bonnes pratiques de tes Ah oui, parents. Et oui. qu'est-ce que tu as retiré de ces... On va dire, si tu devais ressortir un ou plusieurs souvenirs de ces virées en rando avec tes parents, ça serait quoi? Alors, il y a les bons, il y a les mauvais. Les mauvais qui sont maintenant bons et font rigoler, c'est quand tu es perdu dans la montagne, qu'il faut que tu marches, tu décides pas de la météo. Donc quand il pleut, quand il fait froid, il faut quand même marcher. Il faut quand même enfiler son poncho, couvrir son sac à dos. Tu as les pieds mouillés, mais tu avances. Les distances que vous faisiez, c'était des grosses distances? C'était Ah des bon, légères, on s'est fait GR20, En entier? on s'est fait GR20, on s'est fait des portions de GR dans les Pyrénées. En moyenne, de toute façon, c'était tous les ans, je crois que c'était minimum 4 jours de marche jusqu'à 6-7 jours. Et puis derrière, la bonne semaine de plage en camping avec les copains, quoi. Donc La récompense. la récompense, ouais. Tu Donc, voyais voilà. ça comme une récompense? C'était pour Ouais. toi, comme tu disais, Ah c'était un ouais, fardeau, ouais. la rando, c'était Ah pas ouais, quelque chose que nous- tu appréciais? Nous, la rando, alors d'où mes premiers pas je pense que j'avais jamais entendu le mot trail à Ah bah l'époque. non. Mes Si, premiers si. pas de course de montagne, elles ont démarré donc avec mon pote, je cite Monsieur JB Eric, où à l'époque, on est jeune, alors on était un peu plus âgé quand même qu'à notre commencement, on devait avoir peut-être 14 ans. Et qu'est-ce qu'on faisait? Franchement, comme tout jeune, on s'est mis à fumer, à faire des conneries,
Et ben, qu'est-ce qu'on faisait pour pouvoir fumer en rando? On partait en courant avec nos sacs à dos de 20 kilos pour prendre de l'avance et pouvoir fumer une clope tranquille en haut du col sans que les parents ils nous voient. Donc, Raymond et Nicole, salut. Voilà. Petit coucou. Bis à mes parents. Ils sont au courant? Ah oui, ils sont au courant maintenant. Il n'y a plus de non-dit là-dessus. Il y a prescription. Il y a prescription. Ouais. Mais effectivement, on courait. Alors, on courait en montée, on courait en descente avec nos gros sacs, nos petites jambes, nos petits gabarits là, de l'époque. Je ne sais même pas si je serais capable de le faire aujourd'hui, mais oui, on le faisait. Donc, tu ressentais parfois du bien-être à cette époque-là, ou c'était vraiment que de la contrainte? Non, après c'est de la contrainte quand tu y vas, mais après au final c'est que des bons souvenirs. J'ai souvenir d'avoir écouté la demi-finale de la Coupe du Monde 98 sur un sommet perdu dans les Pyrénées, où on était 4 avec un Walkman. Donc pour les nouveaux, un Walkman, c'était un truc où tu mettais la cassette dedans qui faisait de la musique, l'équivalent du lecteur MP3 de maintenant. Pour les nouveaux, la cassette, c'est non, laissez tomber. Ouais, ce sera trop loin, mon fils. Mon fils m'a demandé il y a pas longtemps, papa, ça veut dire quoi rembobiner? Il m'a dit papy, il m'a dit ça veut dire revenir en arrière. Je dis oui, voilà, c'est ça. Très bien. Voilà, papy, bien vu. Rentre pas dans le détail, ça va être trop compliqué. Ce sera voilà. Donc ouais, ce souvenir, on a écouté quand même les fameux buts de Lilian Thuram qui qualifie l'équipe à la radio de France. Non. Sur le Walkman qui faisait Walkman. radio, effectivement. Oui. Donc un truc genre France Bleu Provence, je sais pas ce que c'était à l'époque. Sous nos ponchos. T'as pas vu les buts en live de la Coupe du Monde 98? Non. Je les ai entendus à la radio. Au nom de Dieu. En mode comme si c'était la guerre où tu écoutes les infos, voilà, savoir qu'est-ce qui se passe. Nous, c'était Coupe du Monde. Voilà. Et par contre, la finale, je l'ai vue au camping dans les Landes. J'ai vu la finale. Voilà, c'est le verre. Mais la finale, c'était deuxième semaine de vacances. Demi, c'était la première. La récompense. C'était la récompense. Exactement. Donc, ouais, non, bon souvenir quand même. Et tu disais tout à l'heure que tu avais fait du coup un peu de foot, beaucoup de foot même. Ouais, j'ai joué de 3 ans et demi jusqu'à 17 ans au foot. Pas de haut niveau. Alors à l'époque, je crois qu'on a joué jusqu'en Ligue peut-être. Alors ça n'existe plus, je ne saurais même pas te donner les équivalences maintenant. Mais voilà, c'était le partage avec les copains, le sport co, avec mes amis, qui sont mes amis d'enfance, qui sont toujours mes amis à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Puis pour la petite deuxième... je peux la raconter celle-là? Tu la racontes? Vas-y, raconte. Alors moi, il faut savoir que moi aussi, je jouais au foot à Bouc-Bel-Air. Thomas était dans le club de Venelle. Et il s'avère que quand on s'est rencontrés plus tard, quand on était... on en parlera un petit peu après, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait joué l'un contre l'autre au foot. Et puis, on a un peu honte d'en reparler, même si c'est la vie, c'est comme ça. Mais en fait, pendant ce match-là, en fait, on s'est battu. Enfin, il y a eu des altercations, on va dire. Il n'y a pas une réelle bagarre, mais c'était voilà, c'était un peu tendu. Ouais, c'était des moments un peu cocasses. Et c'est vrai quand on y repense, c'était... on s'est dit, putain, mais c'est vrai que c'était toi, l'arrière droit, qui courait après l'entraîneur. Petite dédicace à Cafou s'il écoute ce podcast. Ouais. Donc voilà. Et donc foot jusqu'à 17 ans quoi. Et après... Tu trouvais quoi dans le foot? Tu disais tout à l'heure la camaraderie. Se dépenser, on courait. Après on a continué après 17 ans pas en club, mais pendant des années on a joué en salle le lundi soir, rappelle-toi, quand on a commencé à bosser. Ouais, c'était un bon moyen de se dépenser. J'aime le goût de l'effort. Je pense que tout ce qui aura comme point commun dans tous les sports que j'ai pu pratiquer. Le goût du sang dans la bouche. Ouais, voilà. Le goût de putain, je me suis donné. Ouais. Est-ce que t'as pas aussi l'odeur de la saucisse merguez qui brûle sur le barbecue lors des tournois du dimanche? Ouais. Alors je t'avouerai que j'ai cette odeur-là. Après, c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Moi, ce qui m'a marqué le plus, j'étais plus barquette de frites, tu vois, sur les tournois, avec un petit peu de moutarde dans le coin de la barquette. Mais ouais, c'est pareil, tu vois, c'est le genre de truc, tu es petit, tu fais un match, tu as couru comme un chien, tu finis, t'es mort, tu te manges une barquette de frites, un sandwich, une merguez, et puis tu retournes courir direct derrière. Ça passe tout seul. Fais ça entre deux trails sur un ravito, vas-y, bouffe-toi un merguez frites, tranquille, et puis tu repars après. Et surtout la merguez, c'est moyen pour le ravito. Nickel. C'est pas terrible. Les bonnes remontées là. Comment il était Thomas enfant? Il était renfermé sur lui ou et pas ouvert aux autres? Je suis pas des plus sociables, j'ai mes amis. Moi. Mes amis, j'avais mon clan. Mes amis, ils se méritaient. T'allais pas vers les autres? J'allais pas vers les autres. Ouais, j'ai jamais eu le besoin. Alors, j'ai jamais été
seul pour autant, parce que voilà, déjà le foot, ça m'a permis de construire les fondations de mes amis qui sont restés mes amis et qui le sont encore, avec qui j'ai grandi. Donc, qui sont très importants pour toi. Ouais, c'est des repères. Hein. Quand ça va mal, je sais qu'ils sont là. Donc voilà, t'as toujours les mêmes depuis J'ai toujours les mêmes. Il y a des pièces qui sont venues se rapporter en grandissant. Hein. Tu en fais partie avec l'âge. Je ne suis pas resté bloqué sur mes amis depuis 3 ans. Quoi. Je suis une espèce de patch. Ouais, ça va, c'est un patch qui tient bien. Quoi. Ça fait plus de 20 ans quand même. Hein. C'est vrai. Après, avec les anciens comme avec les plus récents, il y a des hauts, il y a des bas. Mais voilà, moi, j'ai pas besoin d'avoir 1 milliard d'amis. Je suis pas en mode il me faut 2 millions de followers. C'est ça. Déjà, de toute façon, followers, je sais ce que c'est sans savoir ce que c'est. Par contre, ton fils, il sait ce que c'est follower. Il sait pas rembobiner, mais reste follower. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. On va parler un petit peu de ton parcours scolaire au niveau du collège, au niveau du lycée. Comment ça se passe? T'es à l'aise? Tu te vois faire quoi? Comment tu es? Je suis à l'aise. Je pense que j'ai un peu des facilités scolaires, donc je fais le minimum pour m'en sortir. Je suis pas l'excellent élève parce que j'en ai pas spécialement envie, je pense. Et je suis pas le mauvais élève parce que j'ai les bons résultats, mais je suis l'élève un peu facile qui, du coup, vu que c'est facile, fait un peu chier les autres. Quoi. Donc, je pense un petit peu insolent, un petit peu bagarreur. Bon, ça n'a jamais été dans le drame. Ça m'a permis de faire mes études jusque là où j'ai eu envie d'aller. Et puis quand j'ai eu envie de dire stop, tu étais là, j'ai dit stop, t'as dit stop. On en parlera un peu plus précisément. Voilà, justement, mais non. Collège et lycée, tout se passe bien. Collège, lycée, collège, j'ai changé de collège pour éviter, parce que ma mère, elle sentait que j'étais sur la pente descendante, donc hop, elle a tiré. Parce qu'à Venelle, il n'y a pas de collège et tu étais obligé d'aller dans les quartiers. Sur Aix. Les collèges un peu compliqués d'Aix. Sur Aix-en-Provence, à part les collèges du centre, sur lesquels j'ai fini ma scolarité au niveau du collège. Les premiers collèges sur desquels dépendait la commune, c'était la périphérie. C'était pas des mauvais établissements, mais petite nécessité de changer de parcours. C'est ta mère qui prend conscience au moment où elle sent que je suis sur la ligne et qu'à tout moment ça peut virer du mauvais côté. Donc vas-y stop, tes potes tu les verras en dehors de l'école et tu vas aller faire la fin de ta scolarité dans un petit collège de Bobo Aixois, en plein centre d'Aix, le collège des prêcheurs. Tu te voyais quoi? Tu te voyais faire quoi? Tu avais une vision de ce que tu voulais être? Pas du tout. Aucune idée. Alors là, franchement, je serais incapable de te dire. Même à l'heure d'aujourd'hui, si tu me demanderais, je serais plus calé sur ce que j'aurais voulu faire. Mais alors, je pense qu'à l'époque, au collège, vraiment aucune espèce d'idée de savoir sur quoi je me dirige, quoi. Donc, tu es comme moi. Tu te dis, je me lance à corps perdu dans un bac ST électrotechnique au lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence. Exactement. Et puis, écoute, voilà, donc ça démarre. Donc seconde, c'était comment ça s'appelait à l'époque? Seconde TSA Productique. Et puis derrière, première STI, terminale STI. Puis voilà, donc nous on s'est rencontrés première, puis bon, on a bien accroché, voilà, on a commencé à passer des moments ensemble. Il a fallu rabibocher nos femmes. Ouais, ça va, on n'a pas plus galéré que ça non plus, quoi. Donc, elles ont été intelligentes, elles avaient grandi, on va dire. Mais voilà, on a passé. Moi, j'ai des bons souvenirs. J'ai des bons souvenirs de la première. On rentrera pas dans les détails, mais en plus, on était. Non. Voilà. Ça accroche pas avec le thème, podcast, avec le podcast. Non, c'est pas le thème, mais moi, j'ai des souvenirs mémorables. On était jeunes, on a fait les cons. Voilà, je sais que, sans rentrer dans le sujet, je sais que tu sais de quoi je parle. Et puis bon. Le fait est qu'on n'était pas mauvais à l'école en plus. On n'était pas mauvais à l'école. Alors, je vais compléter ce que tu dis, on n'était pas mauvais, mais de manière différente. C'est-à-dire que toi, comme tu disais tout à l'heure, tu avais et tu as toujours plus de facilité que moi, et moi j'ai une plus grande prépension au travail. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas constitué de la même manière au niveau du travail en fait. Ouais, tu bossais peut-être un peu plus. Un peu plus. Ouais. Tu étais plus stressé là-dessus. Ah ben ça, oui. Mais bon, je vois pas du tout de quoi tu parles. On a quand même eu notre bac ensemble, avec mention. Donc, et après le bac, tu décides de je décide de faire comme toi. Vas-y, vamos à Marseille. Petit appart. Alors, grande nouvelle, je pars de chez mes parents.
j'ai mon premier appart. Et oui, tu as été le premier de notre entourage à avoir ton propre appartement. Exactement, du coup c'est devenu, qui dit le premier dit QG. Donc voilà, à côté de l'IUT Saint-Jérôme, dans la fameuse résidence universitaire Les Estudines, pour ceux qui connaîtront. Et franchement, c'était bien, quoi. Ah oui. La porte était cool, petit balcon, terrain de boule. À part les voitures qui brûlaient de temps en temps sur le stade en face. Oui, parce qu'il faut savoir que l'IUT Saint-Jérôme est dans les quartiers. C'est dans les quartiers, voilà. À côté du Merlin, pour ceux qui savent. Donc la résidence était propre. Bon, plusieurs fois. Alors toi, il me semble pas que ça te soit arrivé, mais à l'époque, ma femme, Émilie, quand elle venait, elle dormait avec moi, et puis le matin, elle se réveillait, elle allait prendre sa voiture. Ah, et si, puis si. Ça m'est arrivé, on m'a cassé 2 fois la voiture, on m'a volé mes enceintes sur la planche arrière, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, c'était un ancien temps où que les moins de dans la fameuse 35 ans, dans la 106 Kid, j'avais les enceintes sur la planche qui étaient découpées sur la planche arrière. Et voilà, donc c'était. Et en fait, un matin, je suis arrivé. Et les enceintes étaient plus là. Mais bon, on a passé des super moments. C'était le prix à payer pour venir délirer avec moi aux Estudines dans mon appart. Il faut quand même que, absolument, et ça me tient à cœur, que je relate un moment de ma vie qui a été marquant. Alors il faut savoir, je pense que je me permets de te couper, mais à mon avis, ça va pas mettre en avant le côté sportif. Non, je parle pas de ça. Ah. Non, pas du tout. Ah, ça va. Je vais recontextualiser. On vient pas de la même formation. Moi, je viens d'un BEP CAP. J'ai réintégré une filière de première adaptation et j'avais un niveau de maths qui était assez limite, on va dire. Et pour ceux qui savent, quand vous passez d'un bac STI à l'IUT, qui est quand même assez relevé en termes de niveau par certains aspects, notamment en maths, faut pas on a des bacs S, on a des mecs qui sortent de prépa et tout. Et le premier jour, on a fait un cours de maths dans un amphi de à peu près 100 personnes. Tu me dis si je me trompe. Non, tu es bon. On a commencé à parler d'intégrale en plein milieu du cours. Il faut savoir que je ne savais pas ce que c'était l'intégrale. Et en sortant de ce cours, j'étais absolument déterminé à démissionner, à partir et à quitter cet endroit de fou parce que je ne me sentais pas du tout à ma place. Et il s'avère que c'est toi qui m'as dit, je me rappellerai toujours, t'inquiète. Nous, on est nuls en maths, mais eux, ils seront nuls à l'oscilloscope. Exactement. Oui, nous, on avait ce côté technique quand même. Et c'est vrai que tu m'as rassuré, tu m'as calmé. Et c'est aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup grâce à toi que j'ai réussi à obtenir mon diplôme. Et ouais, ça va, on a bossé. Au final, si je dis pas de conneries, je pense que ton diplôme, tu l'as eu avec une meilleure moyenne que moi à la fin. Donc, je me rappelle pas. Ouais, en tout cas, je peux te dire que ce moment-là, il était charnière. Ah oui. Et que tu as été là pour me dire... pour me remettre les yeux en face des trous et me dire on est nul en maths et en théorie, mais eux ils seront nuls en pratique. Et ce qui a été le cas. Ce qui était effectivement exactement. Le cas. Mais on a bossé comme des fous. Ouais. Quand on sort de l'IUT, on est, toi comme moi, raconte un peu, enfin on parle pas forcément que de moi, mais, on est approché quoi. Ah bah oui, alors toi le premier, et puis bon il s'avère que derrière... on s'est retrouvé à taffer, donc c'est bien parce que on était voués à se suivre pour le coup. Donc ça a démarré lycée, fin de lycée, études supérieures, on a notre diplôme ensemble. Et toi tu es rentré, du coup tu as été contacté, je crois que c'était quoi, au mois de juillet, je crois, un truc comme ça, par ton ancien employeur, qui a toujours le mien actuellement. Et puis moi, je t'ai suivi dans la foulée, j'ai été contacté au mois d'août, puis j'ai démarré au mois de septembre, donc on a attaqué à bosser en même temps, dans la même boîte, dans le fameux monde des télécoms, et puis un monde très petit, tu trouves les mêmes têtes qui tournent de boîte en boîte, mais... Les plus belles années pour moi. Ouais, franchement, donc tu démarres à taffer avec ton pote, on te file une voiture, un PC, on te dit voilà, tu vas faire des visites là-haut, tu pars dans les Alpes. Tu imagines, on aurait fait ça à l'époque, on courait encore. Enfin, si on courait à l'époque... on n'aurait pas fait beaucoup de visites. On n'aurait pas fait beaucoup de visites, ouais, pour de bon. C'était les belles années. C'était les belles années quand même. On a profité. Ouais. Ah ouais, moi j'ai pas de regrets là-dessus. Non, c'est clair. Et du coup, comment ça se passe derrière, de ton côté derrière, moi bien sur le terrain, bien dans ma boîte, pas carriériste pour un sou.
j'ai confiance en moi, je sais que je fais du bon taf, donc je vais profiter de la boîte, je vais profiter du terrain, d'apprendre des choses, et puis travailler dehors, ça me plaît, quoi. Donc toi, un peu plus en retrait là-dessus, tu as choisi le chemin des bureaux beaucoup plus, de manière plus précoce que moi. Et puis toi, tu as changé de boîte 2-3 fois, là où moi je suis toujours resté dans la même, ça fait maintenant 16 ans. 16 ans. Voilà, mais bon, après, rien de particulier. Là, je me suis rangé également maintenant. Non, mais t'es bien en après, tant que bon encadrant maintenant. Mon petit poste de chef de projet au bureau, dans les télécoms. Voilà. Et ça va avec l'âge, ça va avec la vie de famille. Et puis, puis voilà, c'est pas de regret, j'ai bien profité avant, je pense. Bien sûr. J'aimerais qu'on évoque un sujet qui est hyper important parce que pour vous, pour toi, pour Émilie, pour la famille, l'importance du sport dans votre famille. Si tu peux un peu recontextualiser l'historique déjà, il faut d'Émilie. savoir que ma femme est une ancienne sportive de haut niveau quand même. Elle a aidé le fameux club de Venelle Provence PAVVB, Venelle Pays d'Aix Volleyball. Donc anciennement club de Venelle, c'est juste Aix qui s'est greffé parce qu'ils étaient bons. Donc elle a fait partie de l'équipe qui a à l'époque fait monter l'équipe féminine de volley en Pro A. Donc le club est toujours en pro à l'heure actuelle. Donc ma femme a joué pendant 2 ans, je crois, en pro. Puis après elle a changé de club et puis elle a rejoué. Elle a soi-disant fait son jubilé. Alors elle est rigolote parce qu'elle a fait son jubilé il y a peut-être 4 ans. Ouais. C'est le jubilé qui dure. C'est le jubilé, mais je crois que c'était la première mi-temps. Elle a pas fait elle est encore elle attend la deuxième mi-temps parce qu'entre-temps, du coup, elle a quand même rejoué. Et puis là, elle vient de m'annoncer là récemment, petite première. Qu'est-ce que tu en dis? Ça te dérangerait si je reprenais le volley l'année prochaine? C'est WWE, ça date du week-end dernier. Quand on est passionné, on est passionné. Voilà, donc moi, aucun stress là-dessus. Maintenant, moi, j'ai l'avantage, j'ai ma fille. Parce que du coup, qui dit volley, quand tu joues même à un niveau un peu moindre, qui reste du niveau national, il ne faut pas croire, c'est pas le niveau où tu joues avec le club du village. Donc, du coup, ça nécessite des entraînements la semaine, le soir. Mais alors, quand on était que tous les deux, c'était une chose. Là, maintenant, il y a les enfants. Donc, ma fille, Amy, c'est mon allié là-dessus. Maintenant, moi, je dis plus rien à ma femme. Quand ma fille, je la récupère, elle me dit: elle est où, maman? Je dis: elle est au volley ce soir. Et voilà. Et là, je sais que elle va se charger de son compte. Gros bisous à ma fille que j'aime. Voilà. Non, sportif de toute la famille. Elle, contrairement à toi, elle a baigné dans le sport de haut niveau, même par rapport à son. Il me semble que son père a été footballeur en équipe de France corpo, pour entreprise, pour l'entreprise Eurocopter à l'époque. Voilà, donc. Elle a baigné là-dedans, en fait. Elle a baigné là-dedans, oui. En fait, elle avait complètement. Après, son père qui a été très très dur avec elle sur moi, j'ai souvenir des matchs. À l'époque, j'allais la voir jouer. Elle finissait à gagner. Elle sortait du vestiaire, elle était en pleurs parce que son père il lui avait posé un savon que, ma foi, justifié, peut-être pas. On ne savait pas trop. Des fois, tout le monde lui disait c'était bien, sauf son père. Bon. Du coup, elle a comblé ses lacunes techniques, on va dire, par un mental de béton. Je pense qu'elle a encore aujourd'hui et qui lui sert dans sa vie de tous les jours, quoi. Donc. Et vous, quel est votre positionnement par rapport à vos enfants? Comment vous voyez la chose? Là-dessus, déjà, les enfants, alors, ce qui est bien, c'est que dans notre couple, sur le sport, on est en phase à 3000%. C'est-à-dire que les petits, la base, c'était qu'il fallait qu'ils fassent du sport. Qu'ils aiment pas. De toute façon, quand on te fait faire quelque chose par obligation quand tu es petit, il faut se laisser le temps d'apprécier la chose. Donc, on les a un peu poussés au début. Bon. Et la deuxième chose, c'était qu'on voulait absolument qu'ils fassent un sport co, tous les deux. Dans la mesure où Émilie comme moi, on a récupéré, enfin, on s'est fait nos premiers amis et qui le sont encore aujourd'hui grâce au sport co. Donc, vous avez un peu le même parcours là-dessus. Oui. Émilie a beaucoup de Émilie, c'est moi en fille, quoi, en fait. Elle a ses poulettes, comme elle aime bien les appeler, qui sont ses copines du volley de l'époque. Comme moi j'ai mes amis de Venelle, quoi. On est les mêmes là-dessus. Hein.
Et puis sans regret, quoi. C'est des relations qui durent. Et puis on a tellement partagé des beaux moments dans le collectif sportif. Bon, elle a un bien plus haut niveau. Avec ses copines quand elles étaient jeunes, elles ont fini plusieurs fois championnes de France, de leur catégorie. C'est des moments qui s'oublient pas. Donc on voulait absolument que nos enfants ils puissent connaître ça. Donc du coup, on a mis ma fille comme maman au volley. Et on l'a inscrite également au judo. Ouais. Parce qu'on trouvait que c'était bien. En fait, c'était le premier sport qu'elle a pu faire, qui était à 3 ans, je crois, elle a commencé. 3 ans et demi. Bon, c'était le sport où on pouvait inscrire le seul sport où on pouvait inscrire les enfants aussi jeunes. Derrière le volley. Et mon fils, on l'a mis au rugby. Donc, il avait 5 ans et demi. En moins de 6. Et puis, les pleurs au premier entraînement. Et maintenant, c'est les copains du rugby, les tournois, la fierté de gagner. Voilà, donc ils commencent à apprécier le produit qu'on leur vendait en les mettant dans ce monde de sport, quoi. Moi je vais compléter un peu, c'est pareil, c'est des moments, j'en ai parlé dans certains épisodes, mais c'est ces moments où tu fais des tournois, où tu te retrouves en Corse ou dans diverses villes dans le sud de la France et que tu es avec tes potes, avec les parents de tes potes, ça n'a pas de prix. Bah non. Ça n'a pas de prix. Non. Nous, les tournois en Corse, le tournoi de Frontignan, c'était un de nos tournois préférés quand on était jeunes. Et ouais, c'est des bons souvenirs. C'est loin maintenant, mais c'est des bons souvenirs. Vous n'avez pas peur de... alors, je vais essayer de poser la question différemment, mais comment vous pensez faire pour inculquer à vos enfants l'envie de bien faire sans pour autant tomber dans l'excès? Est-ce que tu vois la question comment oui. Je veux dire? Je veux dire dans le sens les amener à quand même à donner le maximum sans pour autant leur mettre trop de pression. Voilà, c'est pas évident ça. C'est pas évident parce que genre Émilie, elle a tendance, alors moins maintenant, mais elle avait tendance à me reprocher d'être trop dur, par exemple avec mon fils. Elle me disait, j'ai l'impression de voir mon père avec moi quand j'étais au volley, quoi. Donc pourtant toi t'as pas été élevé comme ça du tout? Non, alors pas du tout. Pas du tout, parce que non, mes parents, alors ma mère plus que mon père, mais ma mère me suivait énormément sur les tournois de foot, enfin, elle m'a suivi sur tous les tournois même d'ailleurs, mais pas du tout de pression. Moi, c'est juste le fait de faire quelque chose, faut le faire de manière entière. Si tu vas pour la figuration, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Pas forcément pour gagner, mais bien le faire. Non, voilà, bien le faire et profiter. Voilà, c'est-à-dire que je vais te prendre l'exemple de ma fille. Aller sur un tournoi de judo, tu rentres sur le tatami pour pas essayer de faire tomber l'adversaire, ne rentre pas sur le tatami. Tu vas sur un terrain de rugby pour regarder les autres jouer sur le terrain d'à côté. Non, tu es là pour jouer avec ton équipe. Donc, tu as un truc à faire, fais-le correctement. Et puis je pense que c'est quelque chose d'important, même pour l'avenir. Ça apprend que... Et tu es du genre, je te coupe, mais tu es du genre, si ton fils ou ta fille a fait une mauvaise rencontre ou partie, à les engueuler, à lui dire, mais à les engueuler. À les engueuler, non. Après, c'est là où justement, peut-être qu'on a Émilie, alors ma mère, n'en parlons pas, parce que ma mère, il faut surtout pas blesser son petit homme. Mais, les petits enfants, c'est comme ça, hein. Faut pas les toucher. Ouais, ma femme, elle avait tendance à me dire, tiens, un peu dur, alors que... Moi, je supporte pas, voilà, quand mon fils, il a tendance à être dans la lune, donc c'est lui que j'ai suivi le plus parce que c'est lui qui a fait le plus de compétition. Mais quand tu le vois sur un terrain de rugby pendant une phase de jeu où d'un coup il compte les brindilles d'herbe par terre, non, mais t'es obligé de lui dire à un moment donné, t'es là, il faut que tu sois là, quoi. Si t'as pas envie d'être là, tu viens pas. C'est Papa, toi, il dort le samedi matin, il a autre chose à faire. C'est toi en tant que parent de lui dire quand on fait les choses, on les fait entièrement. On les fait entièrement. Voilà. Tu peux être mauvais, mais si tu es mauvais en ayant donné ton maximum, absolument. D'ailleurs, c'est un peu le discours qu'on tient à nos propres enfants par rapport à l'école. Hein. Mais complètement. Moi, je dis toujours à ma fille Jade. On te demande pas d'être Einstein, d'aller travailler à la NASA. Si tu fais ton maximum, tu t'es donné les moyens de réussir. Je pense que tu es bien placé en plus toi là-dessus. Hein. Je pense que tu t'es donné les moyens d'en être là où tu es. Hein. Donc, voilà, juste envie de faire les choses, les faire bien. Non. J'aimerais qu'on parle un petit peu de tes premiers pas. Alors, de sport, tu nous en as parlé. Beaucoup de rando, beaucoup de foot, beaucoup de sport finalement. Ouais, t'as fait autre chose que ça? Ouais, j'ai fait alors. Après le foot, j'ai
Donc la petite fierté quand on a commencé à bosser, du coup que j'ai eu mes payes et que je vivais encore chez mes parents, ou en tout cas même si j'étais en appart, c'est eux qui me payaient l'appart, donc j'avais un paquet d'argent de poche au final, quoi. J'ai fait ce que mes parents m'ont toujours interdit, je me suis acheté une moto. Donc je me suis mis au motocross. Motocross qui m'a coûté un bel accident et 1 an d'arrêt et maladie. Je me suis explosé la jambe, je me suis broyé le tibia, pété les croisés. Donc voilà, bon. Ça a pris son temps, ça s'est remis. Du coup j'ai repris quand même la moto après un peu, mais trop de contraintes, la remorque. De l'appréhension. Ouais, alors pas tant que ça. Au final, bizarrement pas tant que ça, parce que je sais pas. Pourtant la maladie c'était long. Hein. À la fin, voilà, j'étais en mode pas bien, quoi. Bref. Mais je sais, j'en ai eu marre de la moto. T'as repris, mais sans conviction. Ouais, sans grande conviction. Si, j'ai quand même repris. Et puis à l'époque, avec Yo-Yo, un de mes amis d'enfance, je me suis quand même refait le bassin à vélo, là, dans le terrain sauvage. Donc bon. Marre de la moto, j'ai vendu la moto. Bon, j'ai pas fait mieux, je me suis mis au vélo de descente. Donc en fait, c'est comme de la moto, mais sauf qu'il n'y a pas de moteur. Sauf qu'il n'y a pas de moteur. Voilà. Il a contourné le. J'ai contourné en fait, ça me gonflait l'entretien, les trucs comme ça. Le vélo, tu le mets dans la voiture. L'essence, ça coûte cher. Ouais, l'essence, ça coûte cher. Ouais. Alors que là, ouais, là, le vélo, il coûte cher, mais bon, après derrière, t'as besoin de rien, quoi. Faut payer un peu les remontées mécaniques pour monter. Ouais, mais bon. Donc voilà, je me suis mis à ça pendant un bon moment. Ça a duré quand même. Hein. Un bon moment. T'es quelqu'un qui aime beaucoup les sports extrêmes. Ouais, il faut que tu en parles de ça quand même, parce que moi, il faut que tu nous racontes un peu aussi tes péripéties en snowboard. J'ai plus la même volonté de m'envoyer en l'air comme je le faisais avant. J'ai vieilli là-dessus. Alors les accidents, ils sont peut-être là. Ouais. Comme on disait, on a démarré l'épisode en disant qu'on avait mal au dos. Hein, donc mais oui, j'ai toujours aimé le côté extrême, quoi. Petit, j'ai fait pas mal de roller. Je sais pas, je pense que c'est quelque chose, c'est de l'adrénaline, quoi. Quand tu as goûté une fois, tu sais ce que ça procure, tu dis putain, c'est tant que tu te fais pas mal derrière, puis tu vois que ça dure, et puis que tu arrives à te reprocurer les mêmes sensations, et puis de plus en plus intense, c'est trop bon, quoi. En surf, ça n'a rien à voir avec tes parents. Ah non, bah non, parce que du coup, mes parents, ils étaient pas un brin casse-cou comme ça, quoi. Alors, hormis mon père qui était motard. Pas de sport extrême, tu quoi. sais même pas d'où ça t'est venu, ce goût je sais pour pas, ça. Je te dis, j'ai commencé, donc c'était le roller quand j'étais petit. Même en roller, je faisais des trucs un peu farfelus quand même. Hein. Quand tu commences à mettre la tête en bas sur certaines figures, du coup, t'as les frissons, quoi. Donc motocross, pareil, tu commences à faire des sauts de 15, 20, 25 mètres, 30 mètres de long, forcément, tu te sens voler. Snowboard, pareil. Bon, faut savoir qu'en snowboard, parce que du coup on va voir le côté un peu noir, mais snowboard, je me suis quand même fracturé 3 vertèbres et tassé 2 disques en ayant sauté une petite barre rocheuse, parce que je suis tombé sur une plaque qui m'a fait glisser, je me suis démonté. Je pense que toute la station m'a entendu crier ce jour-là. Donc ça m'a coûté corset 6 mois, et puis j'ai redoublé ma 3e à l'époque. On a parlé motocross, la jambe. Avant ça, il y a eu en luge. Ouais, en luge. Je sais même pas si tu sais ça. En luge, je me suis fait un traumatisme crânien en luge. Ouais, je crois que tu m'en avais parlé. Ouais. On s'est dit, on va faire une bosse en bas de la piste de luge. Mais la piste de luge, aux Ors, elle était pas assez grande. Donc on s'est dit, on va monter, on va faire une piste de luge, on va la démarrer en hors-piste. Et puis on est parti d'en haut, puis encore plus haut. Et puis jusqu'au moment, j'étais derrière le frère de mon pote JB. Et puis écoute, on a pris la bosse. Lui, la luge, elle est retombée direct dans les filets. Lui, il était devant, il est resté dans la luge. Moi, je suis passé par-dessus lui, je tapé la tête dans l'école de ski. Bam. Je me suis réveillé, je me suis dit, oh, je suis dans un bar. C'est tout ce que je me rappelle. Traumatisme crânien. Ouais, l'adrénaline, voilà, les sports extrêmes. Le vélo derrière. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu apprends le risque différemment, parce que voilà, tu récupères plus pareil. Ça m'est passé sincèrement. Il y a un peu de l'arrivée des enfants et arriver la trentaine. Pour moi, je t'en parle, j'ai l'impression que j'avais 30 ans hier. Non, oui, mais pour quelle raison? Pourquoi l'arrivée de la trentaine, ça t'a... Je sais pas, parce que c'est lié avec l'arrivée des enfants, peut-être, je sais pas. C'est bon, maintenant. Tu saurais pas déterminer quelle est la raison, quoi, en fait. Non. Ou les enfants, ou l'âge, quoi. Il y a tout, quoi. Après 30 ans, j'ai les enfants, je suis papa, je suis marié, je viens d'acheter une maison avec ma femme, j'ai un crédit, tu peux plus faire n'importe quoi. Donc, Thomas qui réfléchissait pas trop, qui était un peu foufou, il a peut-être un peu remis les pieds sur terre, et il s'est dit, ouais, on va lever le pied, quoi. Tu regrettes pas tout ça?
Ah, pas du tout, je pense que j'ai profité à fond. J'ai fait ce qu'il y avait à faire avant, quoi. Hein, donc, zéro regret. Hein. Non, aucun regret. Puis en plus, tu as pu partager avec ton frérot pas mal de dessins de DH qui en faisait aussi j'ai de son côté. Avec mon frère, on a partagé les accidents, même en vélo aussi ensemble. En fouillant bien, je dois avoir une GoPro où il se prend le vent en l'air, une rafale qui couche mon frère en plein air, je sais qu'il va tomber. Du coup, il tombe, moi je jette le vélo en l'air. Alors je parle ça en plus sur un Big Air à Orsières, grosse bosse. Moi je me relève avec le coude en sang. Lui, il a le plateau tibia explosé. Voilà, c'est beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Quand on en parle après, quand tu es là pour en parler, c'est que c'est bien. Hein. Voilà, hein. Ça aurait pu s'arrêter direct. Hein. Avec le snow, je me suis cassé les vertèbres. J'avais des petits morceaux à 1 mm de la moelle épinière. Hein. Tu m'aurais connu peut-être en fauteuil roulant, si ça se trouve à l'époque. Tu te calmes. Ouais. Mais malgré tout, c'est souvent une discussion qu'on a, toi et moi. On a commencé tous les deux à courir à peu près au même moment, mais en fait, on ne sait plus trop qui a commencé en premier. Ouais. Mais il me semble qu'effectivement, toi, tu avais commencé. Moi, je suis sûr. Oui, non, mais en plus, je t'avais dit, tu m'avais dit, ah bon. Je suis sûr que la première fois que je t'ai dit. Alors, moi, il faut savoir qu'à la base, hein, si on parle de course à pied pure, c'est quand même important de le dire, ça. J'en parlais avec mon père il n'y a pas longtemps. Donc, mon père, il n'était pas spécialement sportif. Il ne m'a pas suivi sur les terrains de foot. Par contre, il s'est mis à la course à pied, il a quand même fait marathon de Paris, voilà, donc pas de gros niveau, pas de top 10 ou quoi que ce soit, hein, des challenges personnels, mais qui l'a mené à bien. Et du coup, moi j'ai souvenir quand j'étais jeune, et là pour le coup, je vais te parler de ça, je devais avoir, au grand max 10 ans, hein, mais vraiment grand max. Hein. Quand mon père, on lui cassait les bonbons, pour me punir, qu'est-ce qu'il faisait? Il m'emmenait courir. C'est-à-dire qu'on partait de la maison, il me faisait monter jusqu'au stade à Venelle, donc il se situe approximativement par les chemins, il doit y avoir 3 bornes aller, 3 bornes retour, puis s'arriver là-haut, il nous faisait faire un tour dans la colline, donc à 10 ans, il m'envoyait courir. C'était une punition. C'était une punition d'aller courir avec mon père à l'époque. Raymond, c'est pas bien. Ah ouais, pour me punir, et je te jure, on en parlait il n'y a pas longtemps, il me disait, putain, tu te rends compte, maintenant tu te tapes des 50, des 60, 70 bornes, alors qu'à l'époque, moi, pour te punir, je t'emmenais courir dans la colline, quoi. C'est ironique. Hein. Ouais, c'est la vérité pourtant. Hein, mais, donc voilà. Est-ce que tu as le souvenir de ton premier moment de trail du coup? Ouais, le premier c'était avec toi. Alors pour le coup, Attends, non. Alors pour finir, j'étais quand même en mode, je sais plus comment on est venu à parler ça, mais moi courir, à l'époque ton discours c'était, moi courir à part derrière un ballon... je le revendique. Ouais. J'ai toujours dit. Et après, quand je t'ai dit, non, mais courir dans la nature, c'est quand même bien. Parce que moi, je le faisais sans appeler ça trail de temps en temps, quand je pouvais pas jouer au ballon. J'ai eu des problèmes au ballon, d'entorses multiples. Donc à la fin, tu as peur de taper dans un ballon, tu vas juste courir. Donc, je le faisais pour me défouler. Et je te disais, courir dans la colline, c'est bien. Ah non, c'est courir sur route, c'est mieux, c'est vraiment du coup. C'est moi, je t'ai dit ça. Oui, je te jure. Mais je te jure. Je te jure. Bon, bref, si tu le dis, je te crois. Et donc, premier souvenir de trail? C'est le trail de... Comment il s'appelle? Trail à Manosque, là où il habite ton frère. Le premier trail que j'ai fait, moi officiel, c'est celui-ci. C'est le trail... Trail de Manosque, alors là, je me rappelle plus. En 2000, c'est là, je revenais de Los Angeles. Je me rappelle plus. 26 bornes, 1400 de dénivelé. Et alors, le trail, je l'ai fini, parce que j'étais préparé nickel. Et là j'ai connu les crampes, donc la douleur, et le mal de ventre derrière pendant 1 semaine, je crois, après le trail. Je me rappelle que j'avais eu mal au ventre, comme si mon corps il me disait, mais qu'est-ce que tu m'as fait, quoi. Ah ouais, ça avait duré bien 3-4 jours en disant, putain, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Et du coup, malgré ça, tu avais attrapé le virus. Comme je t'ai dit, moi j'aime me dire, j'ai fait un truc, ça a été dur, mais je l'ai fait, donc... Dans quelle mesure ça te rappelait tes sorties d'enfance? Il y avait un lien? C'est la montagne. Moi, je me revoyais courir dans la montagne. Alors, pour tout te dire, les départs de course, comme les arrivées, tu sens la course à proprement parler, le dossard, le ci, le là. Donc, ça, je connaissais pas. Après, une fois que tu es en montagne, quand tu cours dans la montagne, tu cours en montée, tu cours en descente. Là, oui,
Là, voilà, hormis mon sac à dos de 15 kilos qui s'est transformé en petit sac avec sa poche à eau, c'était la même logique en fait. C'était la même chose, quoi. Sauf que j'avais des baskets aux pieds et plus des chaussures de rando. Voilà, c'est bon délire et puis le goût de l'effort, quoi. Bon, ça me plaît, ça. Hein. Donc après, tu apprends à connaître ton corps. Donc, premier coup, ça fait mal. Hein. Peut-être la prochaine fois, il faudra que je fasse comme ça. Et puis tu peaufines au fur et à mesure. Tu as toujours été attiré et curieux du corps humain, j'ai l'impression. Tu peux nous parler un peu de cet aspect-là? Ouais, en fait, je me suis tellement blessé que quand tu te blesses, forcément, quand tu te soignes, tu apprends à connaître ton corps. Je pense que tu connais plus de choses qu'un vrai kiné, en fait. Alors, après, c'est simple. Alors, petite parenthèse, moi, parmi les poulettes, donc les amis d'enfance de ma femme, que je vois toujours régulièrement, il faut savoir qu'il y a des chirurgiens, il y a des kinés autour de moi. Et bien souvent, je pense qu'on sera amené à en reparler, mais selon les blessures que je me fais, je les appelle pas pour une consultation ou quoi que ce soit, mais quand on se voit dans la foulée, j'ai eu ça, je me suis fait ça, j'ai soigné comme ça. Ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et en fait, je fais rarement de faux gestes ou je me trompe rarement là-dessus, quoi. Donc, et comment tu te renseignes du coup? Comment tu apprends? Après, moi, j'estime qu'alors, là, je vais paraître, c'est schématisé de manière très exagéré. Très exagéré le corps humain, mais pour moi, c'est de la mécanique, quoi. Donc, alors, faut savoir que j'étais très bon en méca, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quand tu saignes, c'est que tu as une plaie. Et une plaie, si tu mets du chaud, ça dilate. Donc, tu mets du froid, ça resserre. Un hématome, c'est une plaie. Tu vas arrêter que ça saigne, tu vas arrêter que ça enfle. Tu mets du froid, ça resserre. C'est sur ce raisonnement basique qu'au final, j'arrive à prendre soin de moi et à pas forcément me tromper. Là où je suis moins bon et où ça se ressent de plus en plus avec l'âge, c'est sur les reprises. Voilà, j'ai tendance à me surestimer sur le fait de reprendre plus rapidement et moins progressivement que ce qu'il le faudrait. Mais sur la partie soins... On en parle avec Martin Lamy dans un épisode sur la kiné, je pense que tu l'as écouté. Ouais. La reprise par le mouvement, c'est pas quelque chose de naturel? Parce que nous, on aurait tendance à dire que la douleur ou la blessure, on ne devrait plus rien faire. Et a priori, c'est en train de changer. Alors, forcément, donc, l'épisode dont tu parles, je l'ai écouté et il y a une belle partie qui est consacrée aux tendinites, en l'occurrence des tendons d'Achille, ce à quoi j'ai été sujet pendant un long moment, et ça peut me revenir, mais de manière très ponctuelle, et non pas comme j'ai été handicapé pendant quasi un an avec ça. Mais effectivement, j'ai appris, du coup, c'est pareil, quand tu as une pathologie qui dure dans le temps, tu as le temps d'essayer différentes manières de soigner le truc, quoi. Donc, tu vois ce qui marche, tu vois ce qui marche pas. Après, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, hein. Ce qui marche pour l'un n'est pas forcément valable pour l'autre. Tu as des lignes directrices à suivre. Voilà, le but, c'est de l'arrêt. De toute façon, l'arrêt total, c'est bon pour personne. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on te dit, hein, il y a 20 ans, tu te faisais une entorse, on te mettait un plâtre. Maintenant, tu te fais une entorse, on te demande de marcher le plus rapidement possible. Donc voilà, je pense qu'il y a ce qui est logique, en fait. Oui, oui, parce que... c'est pas logique, c'est l'inverse de la logique, mais en fait, si tu réfléchis, je suis pas d'accord, parce qu'une entorse, ça touche l'articulation, mais en fait, ce qui te limite dans la flexion de l'articulation, on te dit que déjà, quand tu marches pas, ça veut dire que tu mobilises pas un membre. Il y a pas la circulation sanguine, elle est restreinte, parce que ton membre, il me demande plus d'énergie, il demande plus rien. Au plus tu vas mobiliser, au plus tu vas faire circuler le sang. Il faut savoir que la circulation du sang, c'est ce qui aide la cicatrisation des tissus. Ça régénère aussi les tissus. Voilà. Donc, c'est sur ces principes de base de la médecine que je me dis, ça a beaucoup de similitudes avec de la mécanique. Et bon, tant qu'il n'y a rien de grave, ça marche plutôt pas mal, je trouve. Hein, donc... Il y a un concept que Martin Lamy a évoqué à plusieurs reprises, et je pense que c'est pas encore bien présent dans la tête des gens, et notamment de moi en particulier, c'est adapter sa charge à un retour vers l'effort et à un retour vers un geste. Et ça, je pense que c'est peut-être pas compris encore aujourd'hui. Non, après,
la première idée qui vient dans la tête des gens, je pense que c'est tu te blesses, il faut du repos. Voilà, donc l'écart il est quand même énorme entre il faut du repos et il faut se mobiliser et se mobiliser lourdement pour donner un impact à ton corps de manière à pouvoir reprendre et pouvoir subir une nouvelle charge de travail. Après, c'est dans les mentalités, ça. Il faut dire aussi que la science, elle évolue pas mal et les discours, ils changent. Je te prends l'exemple des étirements. Il y a 20 ans, tout le monde s'est tiré direct après l'effort. Tout à fait. Maintenant, tu as clairement deux écoles, ceux qui disent oui, ceux qui disent non, ceux qui disent... Il y a une école de 90% et une école de 10%. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quand même une majorité de gens qui disent qu'il ne faut plus s'étirer après l'effort. Il faut plus s'étirer. Ouais, mais alors, il y en a qui te disent qu'il ne faut pas s'étirer du tout aussi. C'est pour ça que je pense qu'il y a les principes de base. Après... Est-ce que tu peux... Alors, tu vas pas y couper, parce que c'est pas parce que tu es mon ami que je vais pas te poser la question. Vas-y. Tu peux nous parler de ton moment extraordinaire? Alors, putain, j'y ai réfléchi. Alors, tu sais ce que c'est le moment extraordinaire? Oui, je l'ai toujours pas déposé à l'INPI, celui-là d'ailleurs. Ouais. C'est le moment le plus beau, pas le plus beau, mais le plus atypique et dont tu te souviendras toujours. Parce que le plus beau, on y viendra après. Alors, clairement... Je pense que j'ai eu beau y réfléchir et je me dis que c'est quand même celui-ci qui ressort. Alors j'hésitais entre deux quand même. Mais celui qui ressort, c'est mon dernier trail. Parce que pour le coup, donc c'était ma plus grosse distance. Donc tu as fait l'UTCAM, les 80 km. Ouais, voilà. Le Trail Côte d'Azur Mercantour. Où tu étais là pour me faire l'assistance. Et tu savais que voilà, que c'était la première fois que je courais aussi long. J'étais prêt, franchement, j'étais en grande forme, j'avais pas un objectif de ouf, mais je partais en me disant faut que je fasse 12 heures quoi. Donc départ dans le champ à Levance, 22 heures. Je fais 50 mètres, je mets le pied dans un trou, je me nique la cheville. C'est terrible. Et là, c'est mon pire cauchemar. Tu t'arrêtes pas, hein, parce que tu continues de courir comme un cabri blessé. Et donc tu faisais le tour du champ. Je rigole, mais je te jure, mon poulet, que c'est mon pire cauchemar. Et puis là, tu te dis, putain, j'ai fait 50 mètres quoi. C'est-à-dire que 5 secondes avant, je crois que tu es là avec la cam, tu me filmes. Et puis je me dis, bon ben là, en plus je suis tout seul quoi. Je cours avec personne, je connais personne. Il fait nuit. Il fait froid. Et là, je me dis... Et je sais que je me suis fait mal en plus, c'est pas genre je me suis tordu la cheville vite fait quoi, ça va passer, non, je sais que je me suis fait mal à la cheville quoi. Et là je me dis bon, c'est pas grave, on y va, on va voir comment ça se passe, et voilà, et tu serres les dents, tu sens cette sensation de, tu sais, de pouls, de battement, t'as le pouls qui s'accélère, là, l'œdème qui est en train de se former dans le pied là, c'est pas grave, vas-y, première montée, sors les bâtons, et là, même pas la lucidité de me dire... Bon, je m'arrête, je me strappe la cheville ou quoi. Non, en mode c'est bon, allez, vas-y. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, ouais. T'as mal, mais t'as pas mal. T'as mal, mais t'as pas mal. Et tu montes. Faut savoir que le premier ravito, donc tu avais juste en haut du premier col, donc je crois que tu étais à 17 ou 18 bornes, tu as un ravito en eau, un point d'eau uniquement. Et le premier ravito, c'est la première base de vie, c'est là où on s'est rejoint, c'était à Utel. Donc tu es quand même au 30e kilomètre, je crois. Et là, donc au bout de quasi 5 heures de course, j'arrive à Utel. Mais avant Utel, il y a eu 2 descentes. Évidemment, quand tu fais une descente bien technique, parce qu'il faut savoir que le Mercantour, les gars, c'est pas... c'est un chantier. C'est pas une piste. Hein. Voilà, il y a de la caillasse, c'est raide. Dédicace à Germain Grangier. Voilà, donc... évidemment, quand t'as le pied qui est pas bon, qui tient plus et que tu sais que t'as mal... dans la tête, de toute façon, quand tu dis faut pas que je me fasse mal, faut pas que je fasse ça, tu sais que ça va toujours t'arriver. Et là, une première fois dans la descente, vas-y, tu mets le pied sur un caillou, la cheville repart, tu serres les dents, puis une demi-heure après, puis ça repart encore une fois, et puis en plus, il n'y a rien qui retient, parce que tu sens que tu as la belle entorse, les ligaments qui sont bien distendus, voire déchirés, on en parlera plus tard, donc il n'y a plus rien qui tient, quoi, à part le muscle, mais vu que tu as mal, ton muscle, il s'est mis en mode rescue, et vas-y, préserve ce qui reste, quoi. Et là, j'arrive à Utel, j'explique à Nico que je me suis fait la cheville 50 mètres avant le départ. Il me dit non, c'est pas vrai. Mais je te croyais pas, moi. Mais moi, je te croyais pas.
Ah, mais c'est incroyable. Si. Je crois qu'il n'y a qu'un mec qui m'a vu entre-temps, de toute façon. C'est le mec qui court à côté de moi qui m'a vu que j'étais à sa hauteur et d'un coup j'ai perdu 20 cm quand j'ai mis le pied dans le trou que la cheville est tombée. Et tu t'affales pas par terre, tu te retiens, je sais pas comment. Il y a peut-être quelqu'un, tu as l'impression qu'il te tient par les épaules pour pas que tu t'affales. Voilà, ben, je lève la chaussure à Utel en mode putain, j'ai mal. Putain, il reste encore 45 km à faire comme ça. Pff, ça va être dur, mais bon, je me dis, je suis quasi à la moitié. J'ai fait ça, j'ai fait quasi la moitié. C'est bon, je vais aller jusqu'au bout. Ouais, sauf que l'erreur, c'est quand tu t'arrêtes à Utel, ben, tu t'arrêtes pendant bien 25-30 minutes parce qu'en plus, il y avait un monde de ouf au ravito. Donc, ben, le temps que tu sois servi. Tu te poses, donc ça refroidit un peu. Et puis tu repars, et puis là tu attaques la galère, quoi. La galère de fou. Donc ouais, moment atypique. Le moment extrail, j'ai choisi celui-là. Ah, donc ça veut dire qu'il y a, quand je vais te poser la question du pire souvenir, il y a pire que ça? Ouais. Ah oui, d'accord. Donc tu vas nous en parler après. En fait, celui-là, il était extrait parce que c'est tellement con, j'ai envie de dire, quoi. C'est ta course de l'année, quoi. Quand tu fais des courses de 80, bon, à mon petit niveau, je me fixe pas. Oui, c'est un gros objectif. Je me fixe pas 50 courses, j'ai pas 3 ou 4 courses de 80 dans l'année. C'est un achèvement de l'année, quoi. Je peux me faire 2-3 marathons avant, mais une course de 75-80, non, j'en fais qu'une. Et je l'attendais, quoi. Avec ça, en plus, elle avait été repoussée avec le Covid. C'était une des seules courses qui était maintenue. Au final, c'est une des seules courses qui a pu se faire l'année dernière. Elle était prévue fin juillet. Alors oui, il faut savoir que elle était prévue début juillet. Début juillet, je sais même pas si j'aurais pu la faire. Parce que je m'étais fait une entorse le 16 mars, le jour du confinement. Je m'étais fait une entorse avec une fracture de la malléole interne au pied gauche. J'ai récupéré, j'ai recommencé à courir 3 semaines avant la date initiale de l'UTCAM. Donc ça aurait été compliqué de manquer là-dedans. Bon, coup de chance, ça a été reporté début septembre. Le Covid pour une fois, a servi à quelque chose. Il a bien fait ses choses. Et comme quoi, j'ai bien fait ma rééduque parce que du coup, mon pied gauche, c'est pas celui que j'ai blessé à l'UTCAM. Mais par contre, il m'a soutenu pendant toute la course. Et il a tenu. Et il a tenu nickel. Voilà. Mais du coup, ouais, tu as un objectif comme ça et tu fais 50 mètres. 50 mètres. En plus, j'ai fait 50, mais j'exagère pas, quoi. 50 mètres. Tu as 80 bornes à faire. Tu fais 50 mètres, tu te blesses, quoi. Je suis fier d'être allé au bout. Voilà. Je t'ai suivi moi pendant ce UTCAM. Alors je l'ai pas couru, mais c'est apparemment. Parce que ça se partage. Ah oui, ça on a partagé un sacré moment. J'avais jamais accompagné qui que ce soit, en l'occurrence mon ami là-dessus. C'est une vraie aventure aussi. Hein. C'est une vraie aventure. C'était un beau moment et en plus sur un trail vraiment particulier. Exceptionnellement beau, t'accompagner sur des endroits avec des vues à 360 sur le Mercantour, mais c'est comme on le disait avec Germain Granger, c'est un chantier, quoi. Le Mercantour, c'est pas les Alpes. Ah non, non, c'est pas les Alpes. Non, c'est clairement pas les Alpes. Si, c'est les Alpes en fait. Mais... Oui, c'est les Alpes, mais c'est pas les Alpes, c'est pas l'Isère, c'est pas la Savoie. Ça se rapprocherait plus de Serre Chevalier, quoi. Ouais, et encore, franchement, c'est quand même bien plus rocailleux, je trouve. C'est magnifique en tout cas. Voilà, sans regret, et puis je suis fier d'avoir fini avec une cheville en vrac. J'ai mis mes espèces de 18 heures, donc c'est pourri. Je finis quand même dans les 2/3, mais bon. Je finis et avec un pied comme ça. Ou par contre, quand j'ai levé ma chaussette. À l'arrivée, c'était pas beau avant. C'était pas beau, c'était bleu, c'était enflé. Il faut savoir que je souffre toujours, donc j'ai consulté, je t'avais pas dit, hein, j'ai fait le point la semaine dernière encore avec ma copine chirurgienne. Effectivement, je pense que j'ai un bel œdème osseux, donc je me suis laissé jusqu'à la fin du mois, et puis fin du mois, si j'ai encore des douleurs quand je cours, j'irai faire un IRM, mais je pense qu'il y a des petites micro-fissures. Je dois avoir un bel œdème sur la malléole interne, quoi, voilà. L'œdème osseux, c'est terrible. Hein. Pour simplifier, long, c'est un bleu sur l'os, ou dans l'os. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai eu une fois suite à un match de foot. Hyper long, quoi. C'est terrible à résorber. Moi, ça a pris 2 ans, quoi. Ouais, c'est hyper long, quoi. Surtout que j'ai pas envie de m'arrêter de courir pendant X temps, donc... ça me gêne pas plus que ça pour courir, mais j'ai pas ma mobilité complète, quoi. Mais bon, c'est un passage. Et est-ce que tu peux nous parler de ton plus beau moment de trail? Alors, mon plus beau, ça va être le Vars Mountain Trail.
édition de 2018, où en fait j'ai été au bout, mon corps il a été au bout, et du coup je suis arrivé à... C'est le moment de l'arrivée sur ce trail où je me dis, ouais, j'ai fini. Et en plus, du coup, c'est un trail que j'ai partagé seul avec ma femme. Donc on était montés tous les deux pour le week-end, elle m'accompagnait sur la course. J'ai eu la chance de la voir au ravito de Var-Sainte-Marie, si je dis pas de bêtises, au 30e kilomètre. Et ouais, c'était... T'es allé au bout du bout. Ouais, je suis arrivé, les jambes qui tremblaient, besoin de m'asseoir de suite. Les larmes, alors ma femme qui n'a pas du tout l'habitude de me voir comme ça, parce que pour le coup, loin de là l'idée de vouloir faire le macho ou quoi que ce soit, mais je suis quand même assez serein, assez tranquille, en plus quand je suis en montagne, quand je suis en extérieur. Je suis difficilement perturbable, on va dire. Mais là, de me voir arriver en bas, je suis au bout, quoi. Il n'y a plus rien, je suis vide. Je demande juste à lâcher. Et, voilà. Sachant que, avant d'arriver, dans la dernière descente, mais genre à 500 mètres en plus, d'un coup, je touche mon ventre. Et punaise, plus de dossard. Je me dis, ah non, vu comme j'ai galéré sur cette course, si je finis sans dossard, je serais même pas classé. Je serais même pas classé, ça va pas le faire. Il a fallu que je remonte. Il a fallu que je m'arrête, que je remonte. Je vois un papier blanc, peut-être 200 mètres plus haut. Je me dis, avec un peu de chance, c'est mon dossard. Encore ouais. Tu t'en as aperçu de suite. Ah ouais. Et ça va, c'était mon dossard. Donc il a fallu que je remonte pour redescendre après. Mais ouais, je suis arrivé en bas, j'étais à plat. À plat. Donc c'est ouais, le plus beau moment parce que le plus d'émotions vraiment. Mais qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là moi, ce que j'aimerais bien comprendre, c'est indescriptible. Je ressens je sais pas. Je peux pas te décrire le moment, quoi. J'ai vide, quoi. Besoin juste d'être voilà, de m'asseoir, de partager ça. Alors, peut-être que si j'avais été seul, j'aurais pas réagi comme ça. Je sais pas. Et là, vraiment, fatigué, j'aurais été fatigué dans tous les cas, mais vraiment ouais, plus heureux de voir ma femme qu'à ce moment-là. Je sais même pas si oui, c'est arrivé pour les naissances et trucs comme ça, mais à ce moment-là, je pouvais espérer rien de mieux, voilà, qu'à l'arrivée, la voir là, m'attendre, et ouais, d'être allé au bout, quoi. Tu sais qu'après, quand tu vas à l'épuisement, il y a un moment, le corps humain, si tu le pousses à bout, Parce que t'as eu tout dans cette course. T'as eu le mauvais temps. Ouais, mais du coup, si tu me poses la question derrière de mon pire souvenir, ça va être la même course. On peut enchaîner. Ouais. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que je pense que cette course... D'ailleurs, je te coupe, mais c'est souvent le cas. Les pires et meilleurs souvenirs sont souvent dans la même course. Pour résumer, vite fait, cette saison-là, donc 2019, en fait, c'est la première saison où on se dit... où je me dis... je vais faire plus que du 30 bornes, quoi. Donc, j'ai pour objectif, en fin d'été, avec toi, Nico, de faire le trail de Sercheux. Donc, un beau 50 km, 4000 mètres dénivelé. Voilà. Donc, quand tu t'attaques à ça, tu te dis, bon, avant de s'envoyer là-dedans, pour avoir fait le 26 ou 28, je ne sais plus combien il fait le moyen là-bas, l'année d'avant, qui est extrêmement dur, tu te dis bon, le 50 il sera pas plus facile, donc il faut y aller avec un bagage, quoi. Donc je sais pas s'il y a plus dur en 50 proportion 54 000, il doit pas y en avoir beaucoup. Ouais, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et il faut parce qu'il y a l'altitude en plus, hein. Il y a l'altitude, il y a la montagne, tu fais la dernière ascension à 2980. Ouais. Et tu redescends sur Briançon. Et derrière, tu te tapes 1200 mètres de dénivelé d'entrée. Négatif. Donc, tu as les cannes qui arrivent en bas qui sont KO. Du coup, pour préparer ça, forcément, premier marathon, le trail du Luberon. Donc, c'est pas loin de chez moi. Une montagne sympathique que je fréquente de plus en plus. Et je me dis, bah allez, banco. Donc, je branche un peu Nico pour qu'il m'accompagne parce que franchement, j'y vais en mode... je sais pas où je mets les pieds.
Je pense que j'arriverai à finir, mais j'aimerais bien avoir un lièvre pour pas. Bon, la gueule du lièvre. Ouais, non, mais la gueule du lièvre, tu m'as compris. Toi, t'avais déjà fait de la distance comme ça, donc pas m'envoyer n'importe comment, quoi. Et puis à ma grande surprise, donc le Lube, il faisait quoi? Il faisait 2005 dénivelé pour 44, si je dis pas de bêtises. À ma grande surprise, premier trail comme ça, on finit dans les 60 premiers. Ben, c'est toi qui finis en étant mon lièvre. Et je finis en mode. En mode, je courais à 16 à l'heure sur les 5-10 derniers kilomètres. J'étais en bombe, quoi, ce jour-là, hein, pour le coup. Je me dis, putain, wow. Donc, du coup, ça s'est fin mai. Je me dis, bah, fin juillet, je me fais le Vars Mountain Trail. Et là, j'y vais confiant, parce que le Vars Mountain Trail, c'est 42, mais avec un peu plus de 3000 de dénivelé. Donc, tu as déjà fait. Je me dis, ça va, allez, il y a 500 de D+, en rab par rapport au Lube, mais bon, 2 km en moins, ouais, ça va être un peu plus raide, mais ça va, tranquille. Donc, je commence en plus à me calquer, erreur de prise de confiance du gars, tu sais. je me calque en me disant, bon, le Lube, on a mis, je crois, 6h00 ou un truc comme ça, je crois, ouais, dans les 6h001. Je me dis, bon, allez, je mise 7h. Voilà, je me donne 1 heure de rab pour bouffer les 500 D+, en rab, sachant qu'il y a 2 kilos en moins. Bon, forcément. C'est cohérent, quoi. Jusque-là, le raisonnement. Ouais, déjà, erreur de débutant. Voilà, ne regarde pas distance dénivelée, oui, ça peut parler, mais ça, faut pas se baser là-dessus. Quoi. Non. Grosse erreur. Je commence à regarder juste les résultats. Une fois que je me suis calqué mon temps, je regarde les résultats l'année dernière. Et puis là, je commence à voir que dans le top 10, il y a du 7h. Voire du 7h30. Là, tu dis, il y a un problème. Je me dis, waouh. Peut-être que j'ai été Je suis bon, mais un top 10, ça va m'étonner quand même. Bon. Et puis, je commence à échanger là-dessus avec ma femme le samedi soir, pendant le repas et tout. Bon, le problème, c'est qu'on commence à regarder la météo et ils annoncent un temps pourri, mais un temps pourri, donc un temps pourri en plus dans les Alpes, en montagne, tu n'es pas à 500 de dénivelé, quoi, là-bas, enfin à 500 d'altitude, donc le départ à Vars, je ne dis pas de bêtises, tu dois être à 1006 ou 1007, un truc comme ça. Et là, le lendemain matin, donc départ normalement 7h, on arrive à 7h, donc tu te lèves à 5h30, tu déjeunes tranquillou, ça va, on était sur place, 7h arrivé, bon... tu voyais pas à 2 mètres. Il pleuvait, il y avait du vent. Départ décalé à 8h. Ok. À 8h, il décale une nouvelle fois le départ. 9h. Et à 9h, finalement, il y a une petite éclaircie, mais je pense que ce qu'ils appellent éclaircie, c'est ce que nous, on appellerait une fenêtre. Tu vois, quand t'as un trou dans les nuages. Une fenêtre de tir. Une fenêtre de tir, voilà. En fait, t'avais la fenêtre sur le sas de départ. Ils ont dit, allez, banco, 9h. On donne le départ. Et jusqu'à 9h, je dis à Emily, ouais, quand même, bon, je sais pas, peut-être ils ont pas été bons l'année dernière dans le top 10, mais 7h, quand même, ça me paraît. Tu sais, je fais le mec confiant, je fais mes calculs dans ma tête. Je me dis, 7h, ça va. On part, déjà, ça part en trombe, montée, tu démarres sur une montée au front de neige. Je crois que tu montes une piste bleue ou une piste verte, mais même une piste verte, quand tu la vois en ski, il faut savoir que quand il y a de la neige, et ça, tu peux en être témoin, quand il y a de la neige, ça paraît pas raide, mais quand tu la prends en été sans neige et que tu la remontes, c'est pas pareil. Remember les ors avec le vélo que tu pousses à la fin les du ors 2019. Voilà. Bref, c'est raide. Donc tu pars là-dessus, mais tu pars bien. Franchement, je suis en jambes en plus à cette période-là. Vraiment, la condition, elle est bonne, quoi. Mais sauf que il fait froid, mais un truc de fou. Et du coup, on monte sur les crêtes d'entrée. Et arrivé sur les crêtes, j'avais les bâtons. À chaque levée de bâton, ils se mettaient à l'horizontale, tellement les rafales de vent, elles étaient fortes. J'avais pas de gants. Pourtant, la prise au vent d'un bâton, elle est minime. Hein, elle est minime. Hein. Voilà, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de vent. Tu la vois l'image où tu cours de travers, où tu devines au loin, tu devines dans quel sens il est le vent, quoi. T'as pas besoin de mouiller ton doigt et de le mettre en l'air, quoi. Donc, il y a un vent de fou. Tu es sur les crêtes, tu es à 2800 mètres d'altitude. Il fait un froid, je sais pas, en ressenti, c'est du négatif. Tu es en short. T'as pas de gants. Et là, en fait, tu te rends compte que
confiant, tu fais ça dès la première montée, tu dis c'est bon, je lâche pas, je monte. Et j'étais bien, franchement, j'étais dans le premier quart, bon premier quart, voire même mieux. Mais en vrai, mon corps, il a vidé son stock d'énergie, je pense en 2 heures. Et ces conditions-là, on les a eues sur toutes les crêtes avant de redescendre sur le parc des Écrins. Donc sur quasi la moitié de la course, quoi. Ça m'étonne de toi, parce que t'es quand même quelqu'un qui... Ouais, mais c'est le problème de faire la course seul. Ouais, mais t'es quand même quelqu'un qui fait attention et qui, en règle générale, fait attention Trop confiant. Nico, trop confiant de mon expérience. Oui, mais je me suis manqué. Je l'ai fait qu'une fois, cette erreur. Ça m'arrivera plus jamais. Tu courais pas au cardio, là, en l'occurrence? Non. Là, t'as pas couru au cardio. Alors, faut savoir quand même, j'ai fait les choses, c'est vrai, tu fais bien de parler de ça, parce que de manière réfléchie, j'ai quand même, avant de me lancer dans des distances comme telles, fait les choses correctement. Je suis allé faire un test d'effort sur tapis, avec calcul de la VO2, des seuils ventilatoires SV1, SV2, gros débrief avec le médecin du sport, Claude Marblé, qui m'a énormément conseillé là-dessus. Chose qui m'a fortement réussi du coup au Luberon. Et j'ai été calqué sur les consignes du début à la fin. Enfin, du début aux 3/4, parce que la fin, du coup, j'ai senti que j'avais le surplus. J'ai lâché les watts. Donc, un peu moins d'attention portée au cardio, en l'occurrence, sur le Vars Mountain Trail. Mais je pense que c'est énormément les conditions qui m'ont tué, quoi. J'ai jamais eu froid comme ça, j'ai jamais eu... T'étais pas assez équipé, du coup? Ah non. Non, pas du tout. Ouais, j'avais mon pauvre Kawaii Décathlon, mais pas de t-shirt manche longue. Donc j'ai fait juste un Kawaii en office de coupe-vent sur ton t-shirt trempé de transpiration, ton short, tes bâtons, pas de gants. Non, pas équipé comme il fallait et des conditions déplorables. Hein. Donc quand je suis arrivé au 30e kilomètre de cette course, Émilie m'attendait. Tu t'es dit que... Ouais, donc tu as rejoint Émilie j'ai rejoint Émilie parce que le ravito, il traversait la station de Vars-Sainte-Marie. Et Émilie, quand elle me voit arriver, s'attendait à ce que je fasse un peu le cacou, on va dire. Elle me voit arriver et elle se dit il va faire le Mac. Non, je fais pas le Mac du tout. J'arrive, je m'assois, elle me dit ça va, je dis pas trop. Donc là, je suis à 33 km ou 34 km, je crois, et 2002 de dénivelé, je crois. Et elle me dit, mais en fait, il y a déjà plus de 35% des coureurs qui ont abandonné. Ah oui? Ah oui. Je dis, ah ouais. À ce moment-là, à ce moment-là, à 2 tiers de la course, il y avait un tiers des gens qui avaient abandonné. Il y avait un tiers des gens qui avaient arrêté déjà. Et je dis l'abandon, c'est hors de question, quoi. C'est hors de question. Comme dirait Eric Lavry, l'abandon n'est pas une option. Ah non, c'est hors de question. Voilà, je me suis plus tard, je me blesserai au bout de 50 mètres de course et j'en courrai 80, donc je vais pas en courir 30 et lâcher pour les 10 derniers, quoi. C'est clair. Et du coup, je pars en me disant putain, il me reste 10 km avec 1100 mètres de dénivelé, d'un trait à monter et à redescendre. Et ouais, je suis arrivé en bas, voilà. On arrive à mon plus beau souvenir parce que j'ai réussi à finir et à passer outre mon pire souvenir, mais le pire de tous. Tu sais ce qui me touche quand tu parles de ce type d'expérience, c'est que dans le trail, globalement, on entend toujours, et moi en premier, dans mon podcast, on entend toujours les mecs qui font des ultras, les mecs qui font des trucs de 160 km, 180 bornes, machin. Mais en fait, la majorité des gens comme nous, qui travaillons, qui avons des objectifs à hauteur humaine, on va dire, parce que ça reste des objectifs qui sont à hauteur humaine, même si pour certains ça paraît beaucoup, c'est des objectifs qui restent atteignables. Ah ouais. Et quand tu racontes ce genre d'histoire-là, ça remet aussi l'église au milieu du village, quoi. Ah oui, un 40 bornes, un 50 bornes, ça peut faire très mal. Ah ben, en l'occurrence, même si tu es bien préparé. J'ai couru plus long derrière, j'ai jamais eu aussi mal que ça pour le moment. Jamais. Au final, c'est une course quand même que je finis en... Si je dis pas de bêtises, je crois que je finis en 8h20, 8h30, je crois. 1h30 de plus que mes 7h initialement prévues. mais voilà, je finis. Je suis dans la première moitié, au final, je suis pas si mauvais que ça, quoi. Mais
Mais voilà, mais c'est fait. Ouais, tu vas chercher quoi. J'ai mon repère de 6 heures pour un 44 que je me dis, ça va, c'est pas. Non, mais attends, Thomas, à un moment donné, tu fais du trail. Il faut pas se donner de repère. Ouais, en fait, mais tu sais, quand j'ai pas cette notion-là, tu vois, cette remarque de pas comparer la distance. Je trouve que au plus tu réduis la distance, Oui. au moins c'est valable, ça. C'est valable, bien sûr. Bien sûr. Donc j'avais pas l'expérience de passer 6 heures à courir, moi Non, mais encore. là, clairement, ce qui te fait mal, c'est les conditions. Ah oui, clairement. Après, tu peux avoir, Clairement. sur un 40 bornes, tu peux avoir le peux terrain qui change, etc. Complètement. Et qui effectivement, augmente le temps possible pour faire un truc. Mais quand tu as des Complètement. conditions qui sont Non, mais horrible, c'est les conditions ça qui multiplie m'ont presque par deux. m'ont Quoi. tué, et les conditions d'entrée. Parce qu'à la limite, je pense que tu finis le trail avec des conditions pourries, c'est pas le même résultat. Parce que là, moi, dès le début, comme je te dis, je pars avec. Waouh. Ça m'a détruit, quoi. Alors qu'à l'inverse, du coup, un mois après, je cours Sercheux avec toi. Où le trail, je pense, Et il est Et pourtant, c'est aussi costaud. dur, voire plus dur, parce qu'il est plus long. Ouais, mais t'as et pas les mêmes conditions. Mais par contre, je suis à l'aise, quoi. Ah, Je complètement. suis à l'aise, quoi. J'ai un coup de mou dans la deuxième montée, Mhm. mais Ouais, mais tu gères super bien. mais aucun pépin. Moi, contrairement à toi, si on peut parler un petit peu de moi dans l'épisode, mais contrairement à toi, je gère beaucoup moins bien que toi. Je pars mieux. On va dire, je me vois un peu plus beau au départ. Moi, je suis mal. Toi, tu es en forme. Je te vois mais les distances augmenter au fur et à mesure. En fait, je pense que globalement, à ce moment-là, on a peut-être à peu près le même niveau, sauf que moi, je me vois un peu plus beau au départ, et voilà. Peut-être. Sauf que je prends cher au 35e, quoi. Et le 35e, t'arrives en bas de la côte qui fait 1200 de dénivelé, et qui te mène à 2900 Je me souviens du médecin qui vient me voir en me disant, ton collègue, ça va? Si ça va pas, je le laisse pas repartir. Hein. Oui, non, mais c'est bon, je m'en occupe. Ça, je me suis bien occupé de toi. Absolument. D'ailleurs, on s'entraide énormément. On en parlait avec mon frère beaucoup. Il faut garder ça dans le trail. C'est l'entraide qu'il y a entre nous. Mais genre, tu vois, typiquement, quand tu es en grosse galère dans la dernière montée, mais à aucun moment, que je te vois, tu es au bord de. Ah, je suis pas bien. T'es pas bien du tout, quoi. Voilà, t'as besoin de t'arrêter. Ouais, mais tu t'arrêtes dans la course. Tu vois, ça, je sais qu'à Vars, si je m'arrête, moi, j'ai personne avec moi qui m'accompagne. Pour arriver à me remotiver, c'est compliqué. Donc, je m'arrête pas. Et là, tu t'arrêtes et je vois que tu es pas bien. Mais moi, à aucun moment, tu me dis pars, fini, tu es bien. Mais moi, je me vois pas. Je sais pas, c'est le genre de course. En plus, c'est notre course de l'année qu'on fait ensemble. On fait pas énormément de courses ensemble, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser. Mais celle-là, moi, je la fais avec toi. On part le week-end ensemble. Je cours partage, pas. Je suis là pour partager, quoi. Je suis pas là pour faire un chrono. De toute façon, je sais très bien que je ferai pas un podium. Donc, le but, c'est de finir et de partager le truc. T'es en mode Matt Damon dans Il faut sauver le soldat Ryan. Laisse-moi, non, je te laisse pas. Je pense que j'aurais été moins content de ma course si j'étais parti devant. Genre, j'aurais gagné du temps large sur ce qu'on a fait. Mais bon, j'aurais fait quoi? Je t'aurais attendu en bas, je t'aurais dit c'est bien, t'as fini? Non. Alors, loin de moi l'idée de faire ça, quoi. Est-ce que tu peux donner le futur objectif qu'on a en commun? Parce que je veux pas parler trop de nous. Mais... Ouais. Mais bon. Putain, ça me fait chier. J'ai encore regardé leur baromètre qu'ils ont mis en place là. Donc, l'objectif, c'est la Maxi Race. Voilà. Sachant que, alors, j'aurais tendance, moi, à pousser Nico à faire du même, encore du plus long même. On en parlera juste après. On en parlera après, d'accord. Mais ouais, moi, ça me tient à cœur qu'on ait un gros objectif comme ça. Donc, pour le coup, la Maxi, en termes de kilomètres, ce sera le plus long que j'ai fait. Et que ce sera le plus long pour nous deux. Voilà, 82 5000. Les Templiers 78 et 2000. 3002, pardon. 3002. Donc, moi, en dénivelé, l'UTCAM, c'est la même chose, mais il y a 5 bornes de moins, je crois qu'il y avait un peu plus de 75. Là, la Maxi Race, c'est un bel objectif. Mais là, la Maxi Race, puis moi, c'est une course qui... Alors, même si on entend un peu de tout, dans le sens c'est bien, c'est pas bien, moi, c'est le principe de courir autour du lac d'Annecy qui... Je connais pas le lieu, j'en ai entendu Moi, je connais. Que des belles choses. C'est une course que j'ai envie de faire depuis un moment. Je voulais la faire l'année dernière, même à vrai dire.
Sauf que quand l'année dernière j'ai regardé, ils annonçaient 89 km et ça se rapprochait des 90 et ça me faisait un trop gros gap entre Sercheux qui était ma plus grosse et l'UTCAM. Donc j'ai voulu être plus progressif, caler Nice au milieu, sans aucun regret. Et voilà, et là par contre, je croise les doigts qu'on arrive à partager ça ensemble. Maintenant, est-ce que ça se fera fin mai ou fin octobre, comme ça a tendance à se profiler vu l'état de crise pourri qu'on est en train de vivre. Pour ceux qui écoutent l'épisode en 2035, parce qu'il y aura certainement des gens qui écouteront l'épisode en 2035, oui, forcément. Et je serai certainement encore en train de diffuser un épisode par semaine. On est en pleine période de Covid et du coup, on ne sait pas si on va pouvoir participer à cette Maxi Race qui nous tient tant à cœur. Alors, que ce soit fin mai, très peu probable. Fin octobre, probable. Voilà. Par contre, j'en parlais aujourd'hui avec un collègue au boulot. Fin octobre, ça change la course pour moi quand même. Dans le sens... Annecy, c'est quand même les montagnes. Alors, je serais incapable de donner les points culminants de la course. Absolument pas. L'altitude, j'en ai aucune idée. Mais je sais que tu n'es pas à 500 mètres non plus. Il me semble, si je dis pas de bêtises, avoir vu des images d'éditions précédentes où il y a des passages dans de la neige au mois de mai. Au mois d'octobre, il va falloir bien s'équiper, quoi. C'est pas les mêmes conditions pour la course, donc c'est pas pour autant que je serais pas motivé à 3000%, mais ça sera pas la même course, quoi. C'est pas la même course. Ça rajoute, comme on disait tout à l'heure avec VAR, ça rajoute un paramètre supplémentaire. Complètement. Quelle est ta vision, toi, de ta pratique dans l'avenir? Comment tu vois le trail à 40? Parce que tu approches les 40. Parce que tu dis que tu es plus jeune que moi, mais en fait, tu as presque 40 aussi. Qui écoute, je fais un geste obscène à mon ami qui se trouve en face de moi. Avec le majeur droit. Voilà. Comment je vois ma pratique? Je vois ma pratique, je me dis que je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arrêter en fait. Moi, j'aime prendre du plaisir à sortir, que ce soit chez moi, dans les collines avoisinantes. Voilà. Je prends énormément de plaisir à mettre un dossard, comme à ne pas en mettre, mais surtout à partir sur du long et voire sur de l'étape. On a pu partager ça ensemble. Je pense que c'est une des plus belles sorties au final que j'ai faites. Pour moi, c'est un de mes plus beaux moments de trail. J'en ai très peu parlé. C'était il y a une sortie à étape dans les canyons du Verdon. Dans les gorges du Verdon. Dans les gorges du Verdon. Avec nuit en gîte pour le coup, à mi-étape, magnifique. Bon, magnifique, sauf que pour l'anecdote, on a quand même démarré ce parcours sous une pluie. Mais on peut même pas qualifier ça de pluie. Je sais pas, c'est des trombes d'eau. On était sur la route pour monter au départ. On voyait les éclairs. Là, à se poser la question si on va y aller ou pas, quoi. Est-ce qu'on va y aller ou pas, quoi. Puis rappelle-toi, on est arrivé. Il a fait beau. On a eu une éclaircie. Ça a duré 1 heure. Hein. Ça a duré 1 heure. Après, mon ami Nico, il a failli nous faire une hypothermie. Ouais. Quand on a essayé d'allumer un petit feu dans un abri sous un rocher sur un single qui descendait à flanc du canyon. Moi, je me rappelle qu'il a fallu que j'y passe un kawaii, toi, pauvre. Mais voilà, c'est des moments exceptionnels. Et ça, voilà. Partage. Parce que sincèrement, tu vois, je regardais. Je me suis mis en tête que la maxi pour mai, c'était mort. Et franchement, ça me casse les... Attention à ce que tu vas dire. Non, mais ce sera non, mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Ça me casse les bonbons de me dire, punaise, il faut que j'attende jusqu'au mois d'octobre pour potentiellement mettre un dossard et aller me faire une sortie, mais longue. Mais quand je dis longue, c'est pas aller courir 5 heures, quoi. C'est une belle sortie. Et du coup, j'ai regardé. Du coup, pour avoir fait l'UTCAM l'année dernière, je reçois toutes les news sur la course. Et ils ont sorti un parcours cette année. Ils ont sorti 2 courses. Une qui fait 150 et une qui fait 180 km. Mais c'est en étape. Et je me suis dit, punaise, ça pourrait être bon délire. Donc je comptais t'en parler, mais avant de t'en parler... C'est pas bien de me mettre devant le fait accompli dans le podcast comme ça. Mais je te mets pas sur le fait accompli. Voilà, je vais couper court là-dessus. On en discutera. Je trouve ça horrible, le prix des dossards, quoi, en fait.
Une course à l'étape sur 2 jours pour un 150 bornes, tu viens payer 300 balles un dossard. En fait, ça va contre l'idée que je me fais de ce sport. Voilà. Ce sport, pour moi, il reste simpliste. Tu prends tes baskets, tu prends ton sac. Et je prends peut-être même plus de plaisir au final à me tracer mon parcours sur plusieurs jours. C'est juste que voilà, on a tendance à pas forcément le faire, à plus regarder les courses, alors qu'on devrait peut-être plus se fixer des objectifs comme ça. J'adorerais faire plus de courses. Après, là où je suis pas forcément d'accord avec toi, c'est que sur les courses à étapes, il y a peut-être plus d'engagement de l'organisation, notamment pour les nuitées. Forcément que le prix il est, si on regarde en profondeur, forcément que c'est justifié. Oui et non, c'est toujours pareil. Comment tu veux justifier un dossard à 300 € sur 2 jours de course avec une nuit dans un gîte? Je sais pas, je trouve que c'est exagéré. Voilà. Après, peut-être qu'ils gagnent rien dessus. C'est même pas je cherche même pas à savoir s'ils gagnent ou pas de l'argent. C'est pas je trouve ça dérisoire. Voilà, c'est comme moi, j'adorerais finir dans 10 ans, partir avec toi, me faire la petite trotte à Léon, me faire un tour des géants. J'adorerais, moi, ça. Oui, mais non. Mais, ouais, non, on verra, vu qu'en 2035 il continuera le podcast, on verra où on en est. Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais mettre 1000 balles dans une inscription, c'est encore quelque chose qui... Je sais pas. Je serais plus tenté, moi, tu vois, à faire la petite trotte à Nico et Thomas, tu vois. La PTNT. Ouais, PTNT, ça sonne bien en plus, je trouve. Mais ouais, voilà. Je pense que faire des petits offs comme on a eu fait sur plusieurs jours, moi, ça envie de refaire, quoi. Pour le coup, clairement. Ça, il va falloir pour la Baxi Race, il va falloir qu'on refasse des blocs. Hein. Ah oui, non, mais ça... Donc les blocs, il va falloir les prévoir. Hein. Ouais, mais ça, on va profiter de ma nouvelle acquisition, mon petit chez moi dans les montagnes, là, pour aller faire ça, tu vas voir. Puisqu'on parle de défis, de grands défis, de tours des géants, de petites trottes à Nico et Thomas, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui nous tient, et toi et moi, énormément à cœur en ce moment. C'est le grand défi qu'on est en train de se lancer ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, grand défi, en fait, on a toujours eu dans l'idée... en mode punaise, faut qu'on fasse ça, on a l'idée, et jamais je vais au bout. Alors, on a toujours eu l'idée, on est des gens qui avons toujours eu l'idée. Pour remonter, je fais un petit, je rembobine un peu, dédicace à mon fils, jusqu'à sortie de DUT, on est diplômé. Punaise, tu te rappelles cette histoire des volets roulants automatiques? Non. Tu te rappelles pas? Non. Qu'on voulait inventer un système de rideau électrique. Tu te rappelles ça pas? Parle pas, ça. Les amis, il vieillit vraiment. Je pense qu'en 2035, quand il fera son podcast, il saura plus c'est quoi le thème du podcast. Et que 6 mois après, on s'est retrouvé à avoir une pub Somfy. C'était la création de Somfy. Tu te rappelles pas de ça? Pas du tout. Tu es sérieux? Non. On avait l'idée de créer les vols, mais ça n'existait pas les vols automatiques? Non. Mais non. Ah bon? De centraliser tout sur une télécommande. Ah oui, l'espèce de naissance de la domotique. Tu te rappelles pas de ça? La naissance de la domotique? Non, pas du tout. On a parlé de ça, non? Ah mais complètement. On est si vieux que ça qu'on a pensé à la domotique avant que ça existe. Alors peut-être que ça existait, mais on n'entendait pas du tout parler. Et dans les 6 mois qu'on suivit, ils ont commencé à sortir les premières pubs. C'est pour pas citer la marque Somfy, mais parce que c'est la seule qui me vient en tête, à avoir. Ça, je me rappelle pas du tout. Tu te rappelles pas? Ah non, pas du tout. Il y a eu ça. Après, il y a eu le futsal. Ah oui. Qu'on a voulu investir dans la création d'un futsal, parce que tous les lundis on joue au futsal. Et bon, ancien footeux qu'on est, c'est un sport qu'on aime toujours, qu'on regarde peut-être, qu'on suit un peu moins, voire beaucoup du tout. Mais moi, pour ma part, plus du tout. Mais... Ouais, après c'est la mentalité, le sport en lui-même. Tu aimes toujours ça. On te dirait courir. Enfin, moi, je trouve que le sport, le foot, ça reste un sport magnifique, mais oui. Mais c'est tout ce qui entoure le foot qui voilà, c'est plus notre monde. Pour recontextualiser, quand
on pense à cette idée de futsal. Alors pour définir un peu ce qu'est le futsal, c'est pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, dans les années 2000, je commence à être vieux maintenant, parce que je commence à dire dans les années en 2010 à peu près, 2010, ouais, un peu avant. Avant même. Hein. Il y avait quelques salles qui se créaient où on pouvait jouer en foot à l'intérieur avec des cages, avec un terrain synthétique, et il n'y en avait que quelques-uns dans la région. Et moi et Thomas et dédicace aussi à Fabien, on a toujours cherché des idées pour savoir comment monter notre business, comment monter notre truc, et on avait pensé à investir dans ce domaine-là. Et on avait, notamment, j'avais commencé à demander des devis pour les installations, parce qu'il y avait que quelques sociétés qui faisaient l'installation de ces fameux terrains synthétiques. Donc ça montre qu'à l'époque, déjà, on était attirés par ça. Attirés par ce genre de choses, ouais. On l'a jamais fait parce qu'on avait 25 ans. Ouais. Ou à peine 30. Ouais, encore. Et encore, on aurait pu le faire. Hein. Mais bon, il y a plein de choses comme ça. Derrière, j'ai eu l'idée quand j'ai commencé à me remettre à courir. Alors, je partais beaucoup en déplacement avec le travail. Et du coup, j'avais en tête de créer une espèce de Facebook du sport, quoi. Me dire, demain, je vais à tel endroit pour courir. Tu partages ça sur une plateforme. Et puis, banco, il y a plein de gens comme moi, je pense, qui ont envie d'aller courir, mais qui n'osent pas aller courir seul ou qui aimeraient aller courir à plusieurs. Tu as eu l'idée de Strava, mais tu n'as pas eu les moyens. Ouais, mais complètement. mais c'est ça en plus. Hein. Et là, clairement, la grosse différence entre toi et moi, pour le coup, là-dessus, et ça tout le monde le reconnaîtra, c'est que tu as tendance à aller plus au bout des choses. Et là, tu prends l'exemple du podcast, regarde, tu as eu l'idée, tu l'as fait, hein, tout seul comme un grand, tu l'as monté, et bon, je t'en félicite. Merci. Et là, tu m'as gentiment proposé de t'accompagner sur ce projet. Donc de création d'une marque de fringues éco-responsable qui représente un peu tout ce que notre façon de penser, voilà, donc ce serait quelque chose de pas technique, ce serait du lifestyle inspiré beaucoup de ce qu'on aime malgré tout, voilà. Ce qui est en gros les sports extrêmes, l'état d'esprit un peu californien. Ça serait quelque chose qui rappellerait la liberté, l'extérieur, le fun, le ride. Le côté outdoor, le côté pas de prise de tête, le côté éco-responsable. C'est un beau projet qui est à ses tout débuts, mais qui avance quand même, mine de rien, bien, de manière concrète, voilà, c'est surtout ça. Moi, j'étais heureux que tu m'en parles, que tu me proposes de partager ça avec toi. C'est une histoire d'amitié. Alors, pour enchaîner un petit peu avec ce que tu disais, j'ai toujours eu, moi, et on a toujours eu, nous, au fond de nous, l'envie de créer, l'envie de créer notre propre histoire. Et cette idée de créer une marque de vêtements éco-responsables, je l'ai toujours eu, même avant de commencer le podcast. Et en y réfléchissant bien, je ne me voyais pas la créer avec nulle autre personne que toi. Et je pense que c'est une histoire d'amitié qui va nous permettre de faire de belles choses. Le but du projet aussi, c'est de montrer notre fragilité par rapport à l'écologie notamment. Le but du projet, c'est de monter la marque la plus responsable possible, tout en étant le plus transparent possible dans le sens où nous ne sommes pas parfaits, nous non plus. Loin de là. Hein. Après, je pense que la perfection, déjà, elle n'existe pas. Le but, c'est déjà, je pense qu'à partir du moment où on s'intéresse à ce côté éco-responsable, c'est déjà un premier pas. C'est une sensibilisation qui est, je pense, plus qu'à l'ordre du jour pour chacun. Voilà, tout le monde aime savoir de plus en plus la provenance, que ce soit des textiles, des fringues qu'on porte, des chaussures qu'on met, des aliments qu'on ingurgite. Non, mais on le dit en rigolant, mais c'est vrai, quoi. De plus en plus, pour être clair, on en a marre d'utiliser de la merde.
Voilà, donc je pense que c'est une belle chose qui est plus qu'au goût du jour et c'est pas pour ça qu'on le fait, on le fait parce qu'on est passionné, parce qu'on est passionné de la fringue aussi depuis, voilà, depuis, et puis depuis petit. Oui, le but c'est pas de faire des fringues juste se dire ouais, je mets du recyclé, non, pas du tout. C'est de faire des produits qui nous correspondent, qui sont à notre image et qui je l'espère seront plaisants pour vous tous quoi. Donc Nous, on n'est pas parfait, on le sait, et on veut créer une histoire autour de cette marque qui va vous emmener autour, notamment par le biais de sondages, de questionnements. Qu'est-ce que vous voulez qu'on développe? Est-ce que vous voulez qu'on développe tel ou tel t-shirt? Est-ce que vous voulez qu'on développe tel ou tel hoodies? Est-ce que vous voulez qu'on développe tel ou tel short? Voilà. L'idée, ce serait les principaux piliers de la marque, ce seront la co-création avec la communauté qui nous entoure. Ça sera le principe de la précommande. On rentrera plus dans le détail dans les épisodes qui vont venir, mais on lance le modèle de t-shirt par exemple, il est précommandé sur des plateformes, notamment de plateformes de crowdfunding, et on lance la production, et ça a l'intérêt de nous permettre de produire uniquement que ce qui est acheté par les personnes qui nous soutiennent. Donc ça a un aspect écologique par essence, et ça c'est important. Il n'y aura pas de stock mort par exemple. Il n'y aura pas de solde. Donc c'est un projet qui naît dans nos esprits, qui a commencé à déjà bien évoluer. On connaît le nom de la marque, on connaît le logo de la marque, et tout ça vous sera dévoilé dans des épisodes que j'intégrerai petit à petit au LTP. Mais voilà, c'était pour vous parler de ce projet d'amis qu'on monte actuellement. On a hâte de le voir venir au jour, ce petit projet. On arrive tranquillement donc à la fin de l'épisode. Qui tu souhaiterais voir apparaître dans le podcast? Qui je souhaiterais voir apparaître dans le podcast? Si on faisait venir ta femme qui court un peu et qui pourrait nous dire de son point de vue extérieur comment elle te perçoit avec ton podcast, quel impact ça a. Sache que c'est prévu. Ah, bah tu vois, c'est prévu. C'est dans les tuyaux. Ah bah, j'étais pas au courant pour le coup. Et voilà. Tu vois, je te l'annonce. Voilà. Mais ouais. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer dont on n'aurait pas parlé? Voilà, clairement, à l'instant T, ouais. Je te parlerai pas d'objectif, je te parlerai pas de... Quoi que si, je vais te rajouter un petit objectif. On lève les masques, et puis toi et moi, on se prend un dossard. Dès que les masques sont levés, et moi, je veux qu'on se fasse après le tour du lac d'Annecy, tu sais quel lac je veux qu'on fasse? Lac de Serpenson. Ouais, ouais, tu le sais. En plus, ça tombe bien, c'est un truc à deux. C'est un petit 100 miles, notre premier 100 miles. Voilà. Moi, je veux qu'on fasse ça. D'accord. Bon, voilà. On verra bien. On arrive à la dernière partie de l'épisode, les questions rapides. Des réponses courtes, pas d'arguments à donner. Allez, fais péter. T'es prêt? Ouais. Plat favori après la course? Une bière. Non, plat favori. Ouais, tu manges liquide. Allez, plat favori après la course. Oh là là, ouais, une bonne spaghetti bolo, allez. Boisson favorite après la course? La bibine. Gel, bar, les deux ou aucun des deux? Alors gel, pas du tout. Bar peut-être? Je te dirais amande. Amande? Amande, noix. Fruits secs? Fruits secs, quoi. Mais donc t'as pas choisi quoi? Aucun des deux? Aucun des deux. D'accord. Fait maison ou industriel du coup? Forcément. J'ai pas trouvé la recette pour fabriquer des amandes. Et j'ai pas d'amandier dans le jardin. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Ah, clairement averse de pluie. Surtout que le vent chez nous. C'est terrible. Sinon t'as les bâtons qui se mettent à l'horizontale, comme je disais tout à l'heure. Tu es plutôt racine ou verglas? Ah, racine. Pas verglas. Ah non, verglas non. C'est patin à glace après. Tu préfères courir de nuit ou de jour? Ah, de jour. Tu préfères le matin, le midi ou le soir? Le matin. Le matin? Ouais. Le midi, je le fais par obligation. Mais le matin. Le matin. Le soir, j'arrive pas. Moi. D'accord. Ouais, plus de jus. Je travaille trop. Tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Attention à ce que tu vas dire. Alors, je suis
j'étais pas du tout podcast, mais je suis podcast. Et quand il n'y a pas d'épisode, je suis musique. D'accord. Et donc justement, la musique dont tu ne parles à personne. Je te donne. Non, mais on a dit. Je te donne. Ouais, On a dit j'en parle à personne, mais j'en parle. Il n'y a que mes proches qui la connaissent, qui me connaissent en tant que JJG. Jean-Jacques Goldman. Thomas, je te remercie énormément. On a passé un super moment. Yes. C'était particulier de te recevoir dans le podcast, mais j'attendais ça avec impatience et je suis content de l'avoir fait en tout cas. Et j'espère que les auditeurs ont apprécié t'entendre, nous entendre. entendre. Je suis sûr, ma plus grosse crainte là, c'est d'entendre ma voix au micro. Je supporte pas m'entendre au micro. Alors je te confirme, il faut absolument pas que tu écoutes l'épisode. Non, mais parce que je le sais d'avance. Peu importe qui tu es, tu n'aimes pas t'entendre. Je sais d'avance que je ne supporterai pas ma voix. Mais bon, tu sais que je vais l'écouter pour autant quand même. Je dirais, c'est qui ce con qui a une voix de merde? Mais c'est moi. Mon poulet, je te fais un gros bisou. Ouais. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et puis à bientôt sur le chemin des Torts des Géants en 2042, 44, 46. Ça va, tant qu'en 2022 on se fait serpenson, ma poule. Pas de soucis. Allez, bisous. Allez, bisous. Ciao. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de notre invité. Et je le remercie de nouveau de s'être rendu disponible pour un épisode du LTP. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple, rendez-vous sur Instagram à Let's Try le podcast, sur Facebook à Let's Try, sur YouTube à Let's Try, ou alors je vous laisse taper Let's Try le podcast sur les moteurs de recherche et vous tomberez sur mon site internet. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois. Newsletter sur laquelle il y a les news du LTP, les invités à venir et tout un tas d'autres sujets. Vous trouverez le lien d'inscription sur les différents moyens de communication. Et comme vous le savez, le Let's Try Podcast est un projet 100% bénévole. Donc si le cœur vous en dit, et pour soutenir le projet, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Patreon/Let's Try le podcast. Patreon, Patreon. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Salut